Au Paname, c'est le lieu du stand-up de Paris. Moi, j'ai été un des premiers humoristes à jouer là-bas en 2009. C'est grâce à ça que j'ai pu rentrer en contact avec Jordan Peele. Les gens qui t'accueillent, qui gèrent l'audience, te disent putain, mais merci d'être là. Vous savez que c'est grâce à vous que l'émission marche. En France, c'est bien, non, mais la vieille derrière. Il n'y a pas la considération de l'audience. En 2012, j'ai fait On ne demande qu'à en rire. Je rejoins le Jamel Comedy Club. Novembre 2012, on monte le studio Bagel. C'est des Américains. Ils savent être fake socialement. Et je t'aime pas en tant que joueur, mais j'aime bien tes vidéos. Mais c'est tellement français. Mes premiers moments en France, la phrase qui venait tout le temps dans ma tête, c'est mais de quoi il se mêle? C'est vraiment l'impression que genre jamais tu fais ça en Amérique. Et un jour, j'apprends qu'il y a un club de foot US et moi ça tombe bien parce que j'avais arrêté mon spectacle, donc je jouais plus le soir et je me dis bah vas-y, faut que j'essaye. Dans cet épisode enregistré en juillet 2024, on reçoit Kevin Razi. Humoriste, star d'internet, comédien. Il est d'ailleurs apparu dans des films comme L'Ascension, mais il est surtout passionné de football américain. Un sport qu'il a même pratiqué. Il nous raconte son parcours et ses anecdotes de sport dans cet épisode de Sans Stress. Alors comme d'habitude, si ça vous plaît, pensez à vous abonner et bonne écoute. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré présenté par vos deux animateurs préférés. À ma gauche, monsieur Nicolas Piermas, futur président du Québec. Et juste devant vous, monsieur Léo Sartel, récent champion de France de football américain. Je le flex. Et aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial dans cet épisode, monsieur Kevin Razi. Kevin, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité, les gars. Ça nous fait super plaisir. Moi, j'étais petit, j'avais 12 ans, j'ouvrais YouTube, je regardais les vidéos de Studio Bagel, je regardais les vidéos sur Internet. 12 ans. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je suis désolé. Là, il se dit, mais attends. Je suis si vieux. Moi, je suis d'origine mauricienne. Et mon grand-père vient de l'île Maurice. Et je te vois, et genre, j'adorais qui t'étais en tant que personne, qui t'étais en tant qu'humoriste, genre, ta façon d'être et tout. Et là, je suis tellement heureux, genre, ça fait quoi, 2012, 2024, 12 ans plus tard, de t'avoir avec nous, par le sport, par tous mes choix que j'ai pu faire dans ma vie. Genre, vraiment, je trouve ça fou, c'est un full circle. Donc, merci vraiment beaucoup d'être là. Merci, ça fait trop plaisir. Merci Léo, et merci Nick, merci de me recevoir ici. C'est trop cool. Franchement, je suis trop content de pouvoir échanger avec vous. Ça va être top. Merci beaucoup. Ça va être vraiment bien. Je commence par une petite anecdote. Au live d'ouverture de Studio Bagel à l'époque, vous avez fait un live, je crois que 24 heures. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Ça me dit quelque chose, ça, dans notre petit loft là. Exactement. Et vous faisiez passer des gens sur Google Meet. Et j'étais passé, et je t'avais posé une question. Je sais plus ce qu'était la question. Oh merde. Je suis désolé. Mais voilà. Putain, je devais être content qu'il y ait quelqu'un qui me pose une question. Bah, tu sais, il y a genre, t'as Mister V, t'as Kemar, et encore, c'était les débuts, mais il y avait déjà comme du lourd, Jérôme Niel, machin. Ouais. Donc, qu'il y ait quelqu'un qui me pose une question, j'étais grave content. Mais ouais, putain, un truc de ouf. Mais c'est vrai, ouais, qu'on avait fait ça, putain, pour le lancement. Truc de ouf. Ouais, vraiment un truc de ouf. Ma cousine aussi a travaillé pour la production là-bas. Donc, tu vois, j'étais. Ah ouais. Anne-Louise, je sais pas si ça te dit quelque chose. Anne-Louise, là, comme ça, non? Ta cousine que j'ai rencontrée à Paris, non? Ma cousine que t'as rencontrée à Paris, voilà. Shout out Anne-Louise, qui est directrice de prod. Et trop bien. Voilà. En fait, j'avoue, nous, on a fait tourner tellement de gens, mais ce dont je suis fier, c'est de voir qu'il y a beaucoup de stagiaires qu'on a eu qui aujourd'hui sont devenus des gros réals pour Squeezie, tout ça. Je pense à Théodore Bonnet, qui a fait le docu notamment là de Squeezie sur Prime. Et ben lui, c'était notre stagiaire qui ensuite après a commencé à faire nos contenus machin. Et il y en a plein qui ont commencé là-bas. Et je pourrais en citer d'autres, Louis Farge, etc. Donc franchement, ça fait trop plaisir, tu vois. Et donc même dans les postes un peu plus de l'ombre, genre direction de production, chargé de prod et tout, il y en a plein qui aujourd'hui bossent dans les boîtes que ce soit Carlito, McFly, que ce soit même avec Mister V ou encore Squeezie. Donc c'est trop cool en fait de voir que ça a pu faire pousser plein de gens. Trop bien. C'est vraiment. Bah écoute, shout out à Anne-Louise. Anne-Louise, c'était vraiment une bonne époque, le début parce que YouTube vraiment maintenant, je pense ça, tu sais, c'est une pierre de base sur ce qu'est le YouTube français maintenant. Tu fais énormément de trucs, on va y revenir, mais moi je veux savoir comment tu tombes dans YouTube à l'époque, comment tu commences à faire des vidéos sur Internet. C'est ça ton premier pas vraiment sur le monde. Alors pour les gens, ouais, mais la vérité c'est que moi mon premier pas c'était la scène. Ok. J'avais 19 ans quand j'ai commencé à faire du stand-up. Ok. Et à 20 ans, j'avais une idée de sketch, mais qui était plus drôle en vidéo. Et je me suis dit, je vais la faire en vidéo. Je la fais en vidéo. C'était une parodie de Justice Dance. Là, j'avais sorti un clip à l'époque avec cartonné. J'avais fait une parodie version un peu politisée. J'étais déjà politisé à cette époque, mais inconsciemment, tu vois. Et je mets la vidéo sur Dailymotion et pas sur YouTube. Parce qu'à l'époque, c'était genre la plateforme. YouTube, ça n'existait pas encore beaucoup en France. Non.
Et je vois que c'est repris dans des médias, genre LCI, ou dans un magazine qui cartonnait à l'époque, Entrevue et tout. Et je me dis, putain, mais en fait, c'est une dinguerie. Donc, en gros, quand tu fais une vidéo, si elle marche bien, on parle de toi dans les médias. Sachant que t'as pas d'attaché de presse parce que c'est 2500 balles par mois. Eh ben, je me suis dit peut-être qu'il y a un modèle économique intéressant où, sachant que j'ai mon spectacle et que je dois faire venir du monde et que je galère, ben peut-être que si je fais des vidéos sur les réseaux, ça va faire parler de moi et ramener du monde. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le YouTube Game. C'était pour servir mon spectacle, en fait. Un modèle qui aujourd'hui est fort, là. Le pire, c'est que qu'aujourd'hui, c'est le modèle, quoi. Ouais, c'est-à-dire, tu fais ton petit sketch, tu le filmes, tu sous-titres, tu le machin, ouais. Un peu de crowdwork, là, d'interaction avec la foule. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, voilà. Bah, moi, en fait, j'avais déjà imaginé le Queutru. On était en 2007. Visionnaire, hein, ou quoi. Voilà. Ouais. Et personne ne sait. Quoi. Moi, je suis très pionnier sur des trucs où personne sait que je suis pionnier. C'est toute ma vie. Tu peux pas le claim, hein. Je peux jamais claim les trucs. Genre, souvent, j'ai été avant-gardiste, mais genre, c'était style 2 semaines avant que la mode, elle explose. Ouais, donc, je peux même pas revendiquer. Je suis T'as 2-3 exemples? Bah ça déjà pareil bah c'est vrai que j'ai ramené au Paname, tu vois, le Paname, c'est genre Paname Art Café. Ouais, le Paname Art Café. T'es allé 3 fois, genre. C'est le lieu du stand-up de Paris. J'adore. Moi j'ai été un des premiers humoristes à jouer là-bas en 2009. OK. Wow. Et le premier humoriste qui a ramené genre les Mr V, Norman, Hugo, machin là-bas, c'était Wham, tu vois. OK. Et pour qu'ils performent. Bah déjà pour qu'ils viennent me voir. OK, à la base c'était OK, c'était dans le crowd. Et puis après, tiens, j'aimerais bien tester machin et tout, et c'est vrai que et puis après le truc, sauf que eux, comme ils avaient des communautés qui étaient bien fortes, après eux ça prend de ouf, et donc on s'en fout après de savoir qui était le premier à monter sur les planches du Paname, etc. Non, il y a des petits trucs comme ça. Par exemple, un truc qui est aussi, tu vois, je pense qu'on a réussi à faire à l'époque, mais on en reviendra après, quand j'étais chez Canal+, là pendant 3 saisons, j'avais mon late show. Et je pense que on a réussi à faire un truc, à adapter des méthodes américaines, et je vous expliquerai comment. Et on a été les premiers à faire certaines choses que les gars n'avaient jamais fait en France. Mais vas-y, je crois que pareil dans la communication et tout, on est passé à la trappe. Alors les gens me parlent encore de cette émission, on a même qui pensent que je suis encore chez Canal, donc ça veut dire qu'on a fait le job, tu vois. Marquer les esprits. Ouais, ça, c'est ça. Donc, au final, c'est cool. Mais après, quand je vois des articles ou dès qu'il y a une émission qui sort, on me dit, c'est le pionnier du late show, et que ça parle de Maxime Biaggi, par exemple, avec Zen. Le premier late show réussi, machin. Et toi, t'es là, je l'ai fait avant, les gars, en fait. Et du coup, tu vois, parfois, ça peut être grisant, mais le but, justement, c'est pas d'être aigri et de te dire, c'est pas grave. On va continuer parce qu'on a encore sous le pied, tu vois. J'ai pas 75 ans, donc, je peux encore faire plein de choses. Mais c'est vrai que, il y a eu plein de trucs comme ça où on a essayé, mais juste parce qu'on avait le feeling que c'était le bon truc, quoi, tu vois. Ouais, c'est important parce que moi, je me souviens, j'étais petit et sur iTunes, quand j'avais eu des bonnes notes, et mon père, il m'a dit, tu peux acheter un album, ok? Sur iTunes à l'époque. Je suis allé dans le top chart, c'était My World 2.0 de Justin Bieber. J'achète l'album, je l'écoute. Et moi, je suis grand fan de Justin Bieber, depuis. Pas juste Justin Bieber, One Direction. Non, mais Justin Bieber, Jonas Brothers. Justin Bieber, c'était vraiment, j'aime beaucoup cet artiste. Jeunesse suspecte. Et du coup, je regarde des vidéos sur YouTube et tout. Je tombe très vite sur James Corden. Ouais. À l'époque, je suis en mode, c'est trop bien. Hein, genre, le format de l'émission, il y a un peu des sketchs, il y a un peu, genre, du talk show, des interviews, des de la musique en live. Genre, c'est fou. Et moi, j'ai vu ça après avec, du coup, toi qui as ramené ça. T'as commencé avant Canal, tu l'avais fait sur Internet, non? Non, après. Ah si, t'as raison. Si, on avait fait 2 petits épisodes sur Internet. Historien, toi. Très, très fort. Tu lui mets un vent, attention. Il y a des épisodes où je suis assis là, donc là, il n'y a pas en tout cas, c'est ça. Quand t'es là, tu vois pas l'autre. Non. T'inquiète, je suis là pour prévenir si jamais il y a on est ensemble. Et non, j'avais fait 2 épisodes sur mais celle-là aussi, c'est une histoire de ouf. J'avais fait 2 épisodes, on a balancé sur le net. Et, vous voulez que je vous raconte l'histoire de ces 2 épisodes? Bien sûr. Je veux faire en fait, moi, je découvre en 2014 Jon Stewart, le Daily Show. C'est un des meilleurs late shows aux États-Unis à l'époque. Les gens, ils s'informent avec lui, en gros. Et c'est un stand-upper qui est, qu'on dirait un JT, quoi, tu vois, les news shows qu'on connaît, qui a été remplacé après par Trevor Noah. Et en fait, Jon Stewart, je suis fan. Je me dis, putain, il arrive à parler. À l'époque, c'est du conflit israélo-palestinien, et il en parle avec des vannes et tout ça. Je me suis dit, putain, mais le mec, il est smart. C'est drôle. Quand tu sais qu'en plus, le mec est juif et qu'il prend certaines positions et tout, tu dis, putain, en plus, il a vraiment des risques. Il prend des risques et tout ça. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Et moi, quand j'ai une idée, je lâche pas, tu vois. Je dis, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Et j'en parle au Bagel, et j'étais chez le Bagel. Je veux qu'on fasse un truc comme ça et tout. Ils disaient, ouais, je sais pas, c'est pas trop leur ADN, tu vois. Ok. Et, en fait, un jour, je décide de monter le truc. Je rencontre des producteurs qui me disent, OK, on veut te suivre, machin, et ça prend, et on signe un contrat d'exclusivité d'1 an où pendant 1 an, l'idée, elle leur appartient et ils doivent la vendre. Et si tu la vends, c'est que par eux. C'était en démol, la boîte. Grosse boîte qui produit Miss France. Ouais, Miss France. Secret Story. Ouais, c'est ça, toute cette boîte-là. Donc, je signe chez eux et c'est pas leur habitude de faire un Code programme. Lyoko aussi, pardon. Ouais. Je voulais rajouter ça, c'est important. Je connais pas. C'est un dessin animé générique incroyable. Ok, c'est Il est au compris. taquet, attention. Et bref. T'as rien vu encore. Ouais, je vois ça. Et donc, on signe chez eux et nous, on veut absolument le faire sur le service public français parce qu'on pense que c'est d'intérêt public d'avoir une émission qui parle, machin. Et ils nous disent, ouais, vous inquiétez pas, on a nos entrées. Bon, on fait confiance en démol. On a des entrées, tu vois. On a des contacts pour Oh, pouvoir bah, On a les ok, entrées, d'accord, tu bah, vois, oui, bah. on peut vous faire entrer partout, quoi. Et donc, on attend. Et au bout donc, on avait signé en décembre. Et là, on est en mai, juin, on voit qu'il y a rien du tout. On entend les nouveaux animateurs qui vont avoir des créneaux, machin. Bah, c'est toujours les mêmes. Et on se dit, bah, c'est bizarre quand même. Après, on entend la présidente de France Télé qui dit, non, moi, je veux des nouveaux, je veux des jeunes, je veux de la diversité, puis il y a toujours rien. Et au bout d'un moment, on craque avec mon associé, Mourad Mokadem, avec qui j'ai créé ce show qui s'appellera Rendez-vous avec Kevin Razi. Et ben, en fait, on s'est dit, viens, j'ai une chaîne YouTube. On l'a fait. À l'époque, je jouais mon spectacle dans un théâtre qui est à côté du Paname, qui s'appelle l'Apollo Théâtre. Okay. Je dis, bah, vas-y, viens, on tourne là-bas, on prend une salle, on tourne, machin, on se démerde. Et on dit, en démal, on va tourner. Ils disent, ah bon? Ouais, on va faire, on en a marre d'attendre et tout, on veut le faire. Et ils disent quoi, sur le coup? Ils disent, bah, vous avez besoin de combien? Et ils nous donnent les moyens techniques. Caméra, machin. Et en fait, les 2 épisodes, Mourad a eu la présence d'esprit, j'avais pas compris pourquoi, de pas leur faire valider les textes. Vous allez comprendre que ça a son importance. Il fait pas valider les textes et les 2 épisodes, le premier, il parle de Daesh. Ouais. Et l'État islamique pour ISIS. Ouais, exact. Et le deuxième, ça parlait du vote et on expliquait pourquoi c'est normal que les gens n'aient pas envie de voter. On explique comment ça se passe le vote dans plein de pays. Et genre, on fait les 2 épisodes et à la fin du premier épisode sur Daesh, je parle à un mec qui était chez Daesh et qui était français et qui était parti là-bas, et je le regarde à la caméra et je lui dis, ouais, en fait, si pour toi être un bon musulman c'est de tuer des mécréants, et ben suicide-toi, ce sera la première fois de ta vie que tu auras tué un mécréant. Et je lâche mon stylo comme ça et l'épisode il se finit là-dessus. Et là en démo ils font, non mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Et il dit, non mais tu peux pas me faire ça. Public français. Je te dis ça, on est en 2016 en plus. Il y a eu des attentats l'année d'avant. Charlie Hebdo et tout. Ouais, Charlie Hebdo, machin. Le Bataclan, c'était l'année d'avant. Ouais. Et il dit, bah non, vous pouvez pas faire ça et tout. Et ils disent, nous, on peut pas. Faut que vous enleviez des trucs et tout. Et Mourad dit, bah non, nous on veut le faire. Et eux, ils nous disent, si vous postez ça, retirez tout le nom de nos employés du générique, des crédits. Ouais, genre on n'est pas impliqué. On veut pas être impliqué là-dedans. Il dit, bah, on va demander à Kevin, parce que c'est lui, parce qu'eux, ils disaient, là, va falloir qu'on engage de la sécurité devant l'immeuble, machin. Ok, ils ont peur. Bah ils ont peur. Sauf que j'avais pas fait ça. Sauf que Moral leur dit, mais s'il y a quelqu'un qui doit avoir peur, c'est Kevin. Les gars, ils vont pas mettre pause sur les crédits pour voir qui produit, pour aller voir ils vont aller me voir moi. Je suis tout seul derrière un bureau avec ma chemise et ma cravate. Il y a que moi là, tu vois. Et il dit, c'est Kevin qui doit décider. C'est lui qui risque sa vie en gros. Moi, je dis, bah vas-y, on le fait. Et donc, il dit, bah, vous enlevez nos noms des crédits. On veut pas être associé à ça. On fait OK. On poste le premier épisode. Il fait 400 ou 500 000 vues et on a un article, genre, dans les Arocs, machin, qui disent, oh, le nouveau, Late Show digital, machin. Digital. Ouais, tu vois, c'est ça? Ouais. Digital, pardon. C'est excellent. Et on a des petits articles et les gens nous disent, putain, c'est pas mal et tout. On se dit, ah, putain, cool. On lance le 2e épisode parce qu'on avait tourné 2. Ah, putain, génial et tout. Le prochain, c'est quoi? Et là, on a fait que 2, en fait. Ouais. Et on se dit, bah, c'est sûr, on n'aura pas les moyens d'en faire d'autres. S'il n'y a plus en démol derrière, du coup. Et non, en démol, en plus, eux, ils ne voulaient plus nous entendre parler. Non, c'est malgré clair. Les views, puis Non, c'était trop. Et là, Canal+ nous appelle. Genre vraiment la 3e semaine. Et il nous dit, ouais, on peut se voir et tout. Ouais, bien sûr, on a adoré Rendez-vous, on aimerait en discuter. Et ils nous disent, OK, on vous achète une saison, et on le fait et tout machin. Et on a vendu notre truc et du coup on se retrouve à produire pour Canal+ notre émission. Parce que vous gardez vos droits de production. Bah en fait c'est ça. En fait en démol ils sont revenus
Et ils nous ont dit, alors, à ce qui paraît, on a signé chez Canal. J'ai dit, non, pas Merci. de on. Je suis content L'année d'entendre ça. est finie. Ou l'année, elle est, ouais. Avec on était Endemol, sur c'est la fin, votre contrat. on était sur la fin du truc. Ok. Ah ouais, ils sont Mais quoi qu'il revenus. arrive, on aurait tout fait juridiquement pour Ouais. faire casser le truc parce Normal, qu'il y a eu ok. un manquement de leur part. Ouais. Oui. On leur a dit non. Il fait oui, mais nous on a investi et tout. On fait ouais, mais c'est pas notre problème. Et notre agent avait géré le truc. C'est ça, puis Et ils nous vous ont avez dit, quitté juste avant qu'on... Là, ouais. maintenant, on signe. Non, casse-toi. Et donc c'est comme ça qu'on a fait 3 ans chez Canal. C'est sur un coup d'audace en fait, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire parce que vraiment pour le coup, c'était une vraie prise de risque à cette époque-là. Peut-être que ça peut sembler aujourd'hui entre guillemets facile. Je mets des guillemets de se dire oh tu vas faire des sketchs sur des terroristes machin. Mais je te jure qu'à cette époque-là, C'était- à moins d'un an après les Ouais, c'était un 2 vrai attentats risque. que t'avais eu, personne voulait. Et sachant que là, en plus, je nommais quelqu'un, et il faut savoir aussi qu'il s'appelait Rachid Kassim et qui est décédé depuis. C'est pour ça que je vous mets pas dans la sauce. Mais à cette époque-là, il n'était pas décédé. Il n'était pas décédé. En fait, c'était quoi? C'était le fil rouge de l'émission parce que mon fil rouge, c'était de comment Rachid Kassim, qui est né en 1987 comme moi, qui est français comme moi, qui a été à l'école de la République comme moi, il a pu prendre une trajectoire aussi différente pour devenir recruteur chez Daesh. Ouais. Alors qu'à la base, il était même producteur de musique, de rap et tout machin. Et même moi, j'ai fait ça un peu à l'époque. Et donc, en fait, du coup, je disais, c'est intéressant de prendre ce... Et donc, je racontais tout ça, tu vois, pour ensuite dénoncer. Et à la fin, je faisais un viral rant, comme ils disent, où je m'en prenais à lui frontalement en lui disant, bah, mec, t'as déconné, machin. Et bon, bah, parfois, dans la vie, il faut savoir prendre des risques, hein, et ça a payé. Ouais, ça a bien payé pendant 3 ans, donc on va pas s'en plaindre. Et c'est osé de la part de Canal+, mais Canal+ a toujours été comme ça Avant Bolloré. avant Bolloré, bien sûr. Bolloré, Vincent c'est- Bolloré. Vincent Bolloré. Nouveau président, genre? de- Ouais, c'est Ouais. ça, et qui a une ligne qui est plutôt extrême droite, Ouais. et donc qui a complètement changé La l'âme direction. de- Ouais. ouais, voilà, C'est genre c'est- le père de TPMP. OK, ben l'inverse de Vice. C'est ça, on est d'accord. Ouais. Parce que tu vois, Vice, c'était genre un média super de droite quand ça a commencé, qui revendiquait comme anti-woke là et tout. Puis là, maintenant, c'est la critique de certains, c'est que c'est rendu un média super woke. Donc, Ah ouais. J'ai pas checké là comment l'évolution de Vice, mais d'accord, c'est devenu. apparemment. Ouais. Ok, Est-ce que d'accord. t'as déjà vu, toi je pense pas parce que c'est en français, mais la vidéo des sauces de Vice. Vice, ils avaient mis en place une hotline en France OK. pour les gens bourrés. Ah, Vice US, hein, by the way, j'ai aucune idée pour Ouais, Vice mais France. Vice France, Je connais pas ça a suivi pareil. C'est OK, très, OK, c'est bon. très genre ouvert d'esprit, beaucoup plus. Et ils avaient mis en place une ligne pour les gens bourrés. Et il y a un mec qui appelle et qui dit je suis devant le magasin, je suis devant le mur de toutes les sauces. Et il y a tellement de sauces, il nomme genre 40 sauces. Et cette vidéo, elle est hilarante. Et, Je sais pas vu ça. je vous inviterai à regarder la vidéo. Vous tapez vidéo des sauces de Vice. C'est vraiment incroyable. Mais oui, Canal+, du coup, avant Bolloré était très, tu sais, très un peu en marge. Moi, j'ai Ouais. grandi avec les Guignols. Bah ouais. Les Guignols, c'est... tu vas te faire ça tout Mais non, mais c'est bien. Non, non, c'est bon. Parce qu'il faut savoir que en décembre, on a eu un rush de 8 épisodes, Au 9 Québec. épisodes au Québec. Et on a eu des présentateurs télé québécois et des choses comme ça. Humoriste. Ah, un ouais. gars qui te ressemble beaucoup, de ce que j'entends. Kevin Raphaël, qu'on a eu notamment, Ok. qui est vraiment Beaucoup de un choses. homme à plusieurs chapeaux au Québec et tout. Puis c'était... C'est les Kevin, en fait. Oui, c'est ça. C'était l'inverse. On parlait, là, je fais OK. Ouais, il m'a expliqué des Et en émissions. même temps, ouais, Et c'est normal. parfait pour on a l'audience québécoise, on a l'audience française, donc il faut faire ça de toute façon. Bah oui, non, mais c'est bien que vous puissiez le faire. C'est important. Les Guignols, c'était une émission de parodie de tout, de l'actualité. En fait, de... ouais, c'était une émission satirique OK? qui avait créé des marionnettes des politiques et des personnalités et qui les faisait parler, voilà. Et en fait, ils se foutaient de la gueule, tu vois, de la Ok. société, machin. Mais ils sont allés loin, c'est-à-dire que ils ont quand même réussi à populariser Ben Laden à l'époque. Ouais. Ils en Mais en avaient marionnette. fait. Ouais. Ils avaient fait une marionnette de Ben Laden et ils l'avaient rendu drôle. Ouais, OK. Et c'est pour te dire à quel point ils allaient loin. Ouais. Et parce qu'il avait un gimmick. Il disait Ispis du Kounas à chaque fois. Et c'était et le truc après sur ton portable, tu pouvais acheter le fond d'écran Ben Laden, Ispis du Kounas, machin. Enfin, Ouais, c'était génial. devenu, c'était pop culture. Ouais, c'est ça. c'est devenu de la pop culture. Excellent. Et même, je sais pas si t'avais déjà entendu ça, Léo, mais en France, on dit que Jacques Chirac, ancien président français, a été réélu grâce aux Au Guignols. Guignol, ouais. Parce Pourquoi? que les Guignols, il l'avait présenté comme, il l'appelait super menteur parce qu'il mentait tout le temps, OK. mais il l'avait rendu gaulerie, il l'avait Ouais. rendu drôle. Il C'est- était- Ouais, c'était... Tu sais, c'est genre dans l'épisode des Guignols, quand il y avait Jacques Chirac, tout le monde était en mode let's go. Il y a Jacques Ouais, Chirac. let's go, ça va être, Genre, ouais, ça voilà, va c'est être ça. hyper marrant, tu vois. Mmh. OK. Et c'était fou cette émission. Malheureusement, elle a été arrêtée. C'est fou. Il y a le producteur de cette émission, je sais plus comment il s'appelle, qui racontait genre les menaces de mort qu'il a reçues, Ah ouais. genre des
je dirais pas la CIA, mais l'équivalent de la CIA qui est Interpol. non, Des renseignements français. Ouais, Okay. la DGSE. Ouais, c'est ça, la DGSE qui Mhm. était genre suivi. Il est tombé nez à nez avec un assassin chez lui et tout un jour. Genre, Ah vraiment, ouais. c'était- Ouais. Ouais, vous avez jamais vu cette interview? Ah, mais ça devait être Bruno Gaccio à tous les coups. Je crois, parce ouais. que c'était un des autres, le directeur d'écriture depuis Ouais, longtemps, je pense que c'est historique. lui. Une dinguerie. Incroyable cette interview de ce gars. Il raconte tout comment ils l'ont forcé à quitter Canal et à arrêter tout ça, tu vois. Ah non, mais parce que en fait, tu te rends compte qu'une émission satirique, quand elle est suivie, Ah oui, ça peut être le Daily Show de Jon Stewart aux États-Unis, c'était ça. On dit que lui aussi, il a influencé les élections et tout, parce que moi, j'ai un pote stand-upper qui s'appelle Sébastien Marx et qui, lui, est new-yorkais, il a grandi à New York. Et il me disait, nous, à ma génération, on regardait pas CNN ou la Fox, on regardait Comedy Central, le Daily Show. C'était notre façon de nous informer sur et c'est ouf. Aujourd'hui, je pense que les jeunes font ça maintenant, tu vois. Oui. Ouais. Avec YouTube et tout, Exact. tu vois. Je suis Ça, d'accord. ou Instagram ou Ou Instagram, TikTok, TikTok, ouais. ouais, c'est vrai. Hein. Moins de gens regardent la télé, je pense. oui. Surtout Bah, les jeunes. c'est donc, une stat. C'est ouais, t'inquiète c'est pas. sûr. Donc, c'est ça. Toi, comment tu tombes dans toute cette culture américaine de talk show, de tout ça? En fait, moi, j'ai toujours été en mode, si je dois apprendre quelque chose, je vais aller piocher chez les meilleurs. Et donc, quand je suis tombé sur cette émission américaine, à la base, c'était un extrait qu'une émission française avait diffusé là de Jon Stewart, le Daily Show. Et ben, je me suis dit, il faut que je vois comment il bosse. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, je suis un peu un taré, parce que quand je suis fan, je suis à fond. J'avais mis pause sur les crédits des génériques et j'avais pris le nom de tous les auteurs, des producteurs, des showrunners, et je les avais contactés sur Twitter, sur Facebook. Et en fait, mais genre au moins une quarantaine de messages j'envoie, et puis il y en a 2-3 qui répondent. Et tu sais, c'est des writers, c'est pas non plus des stars là-bas. Donc ils sont touchés qu'il y ait des Français qui leur disent hey, j'adore ce que tu fais, comment tu bosses, machin. Ils sont là well, ok, et ils commencent et les Américains, ils sont pas comme les Français, ils sont pas avares de te partager leur savoir, tu vois. Et si tu leur dis comment vous bossez et tout, ils vont dire je vais te dire comment on bosse, C'est ça, machin. contrairement en français. Contrairement en français, On en parle souvent. nous, en France, le mec il Ouais. va pas vouloir lâcher l'info et tout Ouais. ça, alors que la mentalité américaine, c'est bien sûr, tiens, on sait que Viens ils me suivre partagent. pendant 1 an et tout. Il y en a même qui poussent à ça. Et ben c'est ce qui s'est passé. Ah ouais? Excuse-moi de te couper, Kevin. Tu disais tout à l'heure que Skip pèse pause sur un truc pour lire le générique quand on parlait du risque que tu avais pris avec ton talk show. Ben, toi. Toi. C'est vrai, du coup. C'est fou. Oui, j'avoue. Comme quoi. J'aurais pu être un putain de Non, terroriste. non. Moi, si tu viens de me donner une idée de fou, Non, là, mais moi, je c'est pense que c'est vrai. un conseil pour n'importe qui en ce moment qui a des aspirations. Des fois, faut contacter la personne qui est très talentueuse, mais comme tu as dit, qui est behind the scenes, qui est dans les shadows. Et qui va le Exactement. prendre, il va être très flatté par recevoir un message, C'est ça. surtout Ben, d'outre-Atlantique. Pour vous dire, c'est grâce à ça que même j'ai pu rentrer en contact avec Jordan Peele, le réalisateur de Get Out, etc. Adore. Parce Jordan que Peele. moi, j'étais fan de Key & Peele. Ben oui, c'est chaud. Et ça, c'était notre inspiration avec Mr. V quand on faisait des vidéos de gueule. Jure. Ouais. Quand on a fait notre truc qui s'appelait le Bucket, on s'était grave inspiré de Key & Peele. Et ben moi, j'avais contacté Jay Martell, qui est le showrunner. J'avais contacté Jordan Peele et Michael Keegan Kay. Et Jordan Peele m'avait répondu. Et Jay Martell, il m'avait répondu. Je leur ai dit comment vous tournez en combien de jours, comment vous faites pour choisir la bonne chute, machin. Et puis il m'avait tout expliqué. Waouh. Et Jordan Peele, j'avais traduit un de mes sketchs que j'avais fait sur ma chaîne YouTube pour lui. Je l'avais traduit en anglais, je lui avais envoyé. Et Sachant que c'est difficile de traduire de la comédie. Ouais. C'est pas toujours les mêmes. Mais Ouais. là, le sketch, on l'avait écrit tellement à la Key & Peele que c'était d'un Que ça humour allait. de situation, C'est pas bon. un humour français. C'est un Parfait, humour parfait. de- Oui, c'est très différent. C'est un truc sur les films. En fait, le sketch, c'était quoi? Vous pourrez, si vous tapez le bad guy, vous tapez Kevin Razi, bad guy, tue toujours ces hommes. En Ok. gros, c'est les bad guys dans les films américains qui, tu sais, quand ils sont pas contents, ils vont tuer un de leurs hommes. Ouais. Ils vont dire, hey, toi, viens là. C'est quoi ce café? Non, désolé, patron, là. Clac! Et il le tue. Et là, c'est un mec qui fait ça et il tue toute son équipe parce qu'il est vénère à chaque fois. Et donc, je l'avais traduit et tout, et je lui avais envoyé, il m'avait dit, ah, putain, bien joué, the acting cracked me up. Et quand j'avais retenu cette phrase, je l'avais screené et tout, je me suis dit, c'est bon, je peux mourir tranquille. Jordan Peele, il l'a validé. J'étais trop content. Mais ouais, c'était l'époque où il avait pas encore fait Get Out, rien du tout. Ouais, ça, Et- c'est récent, son. Oui, oui. Ouais. Et entre créateurs de contenu, même si on est de l'autre côté de l'Atlantique et tout, ben, tu te dis, en vrai, j'avoue, ça sert aussi quand le mec, il voit un message, il voit un petit check bleu. Oui, bien sûr. Surtout qu'à l'époque, on pouvait pas les acheter ou quoi que ce Oui. soit. Ouais. Donc, quand t'avais le check bleu, c'est que voilà, t'étais certifié. Il se Ouais, dit, tiens, maintenant. chelou, un compte certifié, je vais regarder son message. Ah, il est suivi par X 1000 abonnés, machin. Donc, il te répond, j'avoue, ça aide. Ouais, il y a une Mais c'est- crédibilité. voilà, il se dit, plus bon, rapidement. tiens, ça attire l'œil, du moins. Mhm. Mais ouais, moi, j'ai grave fait ça pour apprendre. Et alors, pour les États-Unis, après, ce que j'ai fait,
c'est que j'ai envoyé des messages et tout, et j'ai dit ouais, j'aimerais bien aller voir vos bureaux, machin, et il y en a qui m'ont dit bah vas-y, si t'es aux États-Unis, tu viens. Bah sauf que moi, il faut pas me dire ça deux fois. Avec Mourad, on avait pris nos billets et tout, on en est là quoi, et on a fait tous les late shows, vraiment sur la côte ouest, sur la côte est. Incroyable. On les a fait en tant que public pour pouvoir vivre l'expérience, comment ils se font accueillir, comment le public est chauffé. Wow. C'est là qu'on découvre qu'ils ont un stand-upper pour chauffer le public, ils ont pas un chauffeur de salle. Ouais. On découvre que ils ont pas quelqu'un. Nous en France, il y a quelqu'un qui tape en premier pour lancer les applauses. Aux États-Unis, le mec il fait un geste. Alors vous allez dire c'est quoi la différence? Ben la différence c'est que t'entends pas un premier clap et ensuite les autres. T'as le geste, il est silencieux et tout le monde applaudit en même temps, donc t'as l'impression que c'est naturel. Ah, tu vois, moi je pensais que c'était le signe applause now, j'avais vu ça. Ou alors chez Fallon, le signe applause. Ok, voilà. Il l'a gardé. J'ai appris aussi comment il gérait la pub. C'est-à-dire que chez Fallon, par exemple, je découvre que les Roots, quand ils arrivent pour jouer le band, ils jouent de la musique pour nous chauffer. Donc on chauffe. Et puis d'un coup, la musique, elle change et ils sont là. Hey, 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 et là, ils disent tonight. Et en fait, nous, on applaudissait. Avec Mourad, on se dit, ah merde, l'émission, elle a commencé. Genre, ça commence dans un flow. Ouais, c'est dans un flow. Alors, et donc, nous, on l'a fait ce truc-là. On avait un DJ, on chauffe les gens et on enchaîne avec le générique. Pourquoi? Parce qu'en France, quand tu fais un tournage d'émission, les gars, ils vont te dire, on va commencer l'émission dans 5, 4, 3 et à 0, t'es censé avoir une bête d'ambiance. Okay. Mais ça marche pas. Ouais, c'est pas... Et donc, en fait, les Américains, ils ont compris que c'était une expérience de bout en bout. Pareil, un truc tout bête. Les gens qui t'accueillent dans le public aux États-Unis, qui gèrent l'audience. Ils sont là, ils te disent, putain, mais merci d'être là. Vous savez que c'est grâce à vous que l'émission marche. Et plus vous donnez, plus Jimmy sera bon. C'est grâce à vous qu'on est là. Il y a un donc sentiment merci. d'importance. Ouais. Mais en France, c'est, viens, non, mais la vieille derrière. Non, derrière, madame, s'il vous plaît. Viens là, assis-toi. Il n'y a pas la considération de l'audience. Okay. Et résultat, en fait, tous ces trucs-là, tu vois, les gens, ils nous disent, ouais, les Américains, s'ils font des bêtes de choses parce qu'ils ont de l'argent. Non, c'est du savoir-faire. Et nous, on a essayé de régler ces petits trucs-là. On a mis un stand-upper, Merwan Belazar, qui aujourd'hui cartonne maintenant en stand-up. Mais à l'époque, il n'était pas connu. On avait des danseurs qui venaient chauffer le public, dont le fameux Salif, qui a cartonné après. Tu vois qui c'est ou pas? C'est sûr, t'as déjà vu cette vidéo. Il a fait sur Michael Jackson, sur la musique Rock With You. Plein Paris. En plein Paris. Ouais, je vois c'est qui. C'est bon. Il a été partagé par The Rock. Très fort. Incroyable. Il par The Rock, par LeBron James, tout ça. Il a commencé dans notre émission, il chauffait le public, machin. Et en fait, on chauffait les gens pour qu'ils aient une bête d'expérience, on leur parlait. Et là-bas aussi, les Américains, les hosts, ils viennent parler aux gens avant l'émission. Ils viennent, ils disent, comment ça va? Vous venez d'où? Vietnam. Wow, un truc de où? Toi, tu viens d'où? Voilà. Après, ils te disent, vous avez des questions? T'en lèves la main. Comment vous avez fait pour recevoir, machin? Et ils répondent et tout. Et il fait, OK, merci beaucoup d'être là. On commence l'émission, vous êtes chaud? OK, machin. Les gens applaudissent. Et puis après, la musique, elle commence. Et sans qu'on t'en rende compte, tu commences l'émission. Waouh. C'est drôle que tu dis ça. J'ai vu ça, un truc comme Panama Café, à peu près, à Montréal. Je suis allé. C'était des petits shows avec des humoristes qui sont semi-établis ou vers le haut. Puis, c'est les gars qui, ils sont devant la porte. Genre, ils prennent les billets. Donc là, tu vois ton humoriste que t'es venu voir, t'es là, wesh. Oui, c'est eux qui check le... Exact. Et quand j'étais allé au Panama Café, ils ont fait, mais après. Ouais, à la sortie. À la sortie pour le type. chapeau. Et j'étais là, tu sais, c'est tout con, mais moi, quand j'ai vu l'humoriste que j'ai payé pour aller voir, devant et prendre mon billet, en plus, j'étais genre le dernier, là. J'étais en retard, je revenais du travail. Et il dit, oui, Nicolas, c'est ça, oui, on t'attendait, la salle est pleine. J'ai fait, mais non. Et là, veut pas, on va dire, même s'il foire il bombe son sketch. Moi, je suis impliqué, là. Il m'a accueilli, tu comprends? Donc, c'est pas bête, ça. Mais tu vois, en fait, c'est petit feu, là. Tu peux pas faire ça dans un gros truc, là. Non, bien sûr, mais c'est un truc d'engagement, de commitment, où vraiment, eux, ils ont compris ce truc-là. Par exemple, dans un late show, je sais plus lequel, aux États-Unis, il y avait je crois que ça devait être Jimmy Kimmel, il y avait un sketch en vidéo avec Alec Baldwin qui nous expliquait comment être un bon public. Okay. Et ce sketch-là, il a été fait que pour le public. Tu peux pas le voir sur le net. Ouais. Donc tu te sens... tu te sens privilégié. Donc nous, on avait fait la même chose. On avait demandé à l'époque un host qui était connu en France, Antoine Decaune, de la même génération. Il avait fait un sketch pour nous, pour le public. Il disait bonjour, vous êtes venus pour le public Kim Razi, machin. Il faisait des vannes, machin. Mais les gens étaient contents. Ils se disaient waouh, chambé. Et l'idée, c'était vraiment de... Donc on a fait l'expérience et dans leur bureau pour voir comment ils bossaient, et on a fait l'expérience aussi en tant qu'invité. Genre on n'a pas été invité, mais je veux dire on était dans le coin VIP parce qu'ils ont des coins VIP à chaque fois. Ils appellent ça les green rooms, je crois. Et donc c'est là que tu reçois Family and Friends, tu vois. Donc on a pu voir un peu comment ils faisaient à toutes les strates pour pouvoir adapter le truc. Mais donc voilà. C'est fou. T'avais quel âge à peu près à cette époque-là? C'était en 2017, donc 4, 5, 6, 7, j'avais 29 ans, 28 ans. Ouais. Ok, donc t'étais déjà
établi financièrement et tout ça? Ouais, bah en fait, ouais, ça va. En fait, moi, ça fait depuis 2012 que je gagne ma vie avec l'humour. En fait, en 2012, c'était une année incroyable. En gros, jusqu'en 2010, je fais du stand-up et à côté, je bosse sur une plateforme téléphonique qui s'appelle Mondial Assistance. Comme quel poste? En gros, chargé d'assistance. Donc, en gros, je suis avec mon casque et tout. Oui, j'ai fait ça. Ouais, t'as fait ça, pour Fido à Montréal. Ouais, voilà. Fido Rogers. Ouais. Oh, mince, merde, pardon. Oh, t'inquiète. Et donc, ouais, en gros, les gens, quand ils tombent en panne avec leur voiture, ils t'appellent, ouais, je suis en panne. Vous êtes où? D'accord, machin. Bah, le dépanneur arrive dans 40 minutes. Ah, pardon. Ok, non. Non, donc c'est pas ça. C'était télécommunication. Moi, c'est genre Orange. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, c'était pardon. Ouais, toi, c'est CA Québec. Ah là, c'est CA Québec. C'est ça. Est-ce que c'est le truc où si t'as l'abonnement Gold? Exact. Ouais. Exactement ça. Et j'ai fait ça jusqu'en 2010. À côté, je faisais de la scène. Et après, en 2010, j'ai dit, allez, vas-y, j'avais signé un petit contrat avec un prod. Et ça t'a... Et je me suis dit, bon, bah, je vais pouvoir arrêter mon taf. Mais en fait, c'était un petit contrat. Je me rappelle, je gagnais 80 € brut. Donc, faut savoir que, pour les Québécois qui nous écoutent, quand les gars, ils parlent en brut, faut enlever peut-être 15 ou 20 € de charges sociales, machin. Donc, en vrai, j'étais payé une 50aine d'euros par date et je jouais que 2 fois par semaine. Et donc, moi, je me suis dit, putain, mec, t'as arrêté de taffer, mais là, tu gagnes 100 € par semaine. T'es pas non plus le roi du... Je vivais chez mon père à l'époque. Mais du coup, je me suis retrouvé en galère, mais je me suis dit, c'est mort, j'ai arrêté. Faut que je continue. Et c'est en 2011 que je continue de faire des vidéos, machin, et sur YouTube, et que je sors Bref, une parodie de la série Bref à l'époque qui marchait super bien. Ça me permet de me faire voir, de signer un premier même contrat avec ma boîte. J'avais monté une boîte en plus comme un con. Ça coûte une blinde parce que tu dois payer un comptable, machin, et on n'avait rien il y avait pas d'income. On est là, on a mais pas d'income. Ouais, on a monté la boîte avant d'avoir. Et là, on signe un contrat avec Orangina qui nous donne, ils font un placement de produit. C'est la première fois de leur vie qu'ils font ça. Et dans la foulée, il y a une émission en France qui s'appelle On ne demande qu'à en rire, qui va faire découvrir Ahmed Silla, Artus, Jérémy Ferrari et tout, Walidia et Kev Adams. Ouais. Et là, j'ai une pote qui me dit, Candy, qui est stand-upeuse, et qui me dit, on m'a approché, mais c'est pas mon truc. Toi, tu joues bien la comédie, les personnages, c'est leur délire. Viens, on écrit un sketch pour toi avec Romain, qui est auteur et qui était son mec de l'époque. Viens, on t'écrit un sketch et puis on voit ce que ça donne. Et puis j'ai commencé et puis en gros en 2012, j'ai fait On ne demande qu'à en rire. Je rejoins le Jamel Comedy Club et novembre 2012, on monte le studio Bagel. Donc ça a été vraiment l'année où j'ai commencé à vivre de ça et à me faire connaître. Voilà. Et donc quand j'arrive du coup à 28 ans, ouais, je gagne déjà ma vie, donc je suis bien, j'ai déjà acheté mon appartement et tout, donc là, mais je me lance, et en fait le truc c'est que les vies d'artistes, il y a pas de CDI quoi. Ouais. Donc même si t'es bien une année, l'année d'après, on sait pas. Ouais, on sait pas, donc t'as un peu d'argent de côté, mais ça va pas durer éternellement, et donc tu remets ton titre en jeu. À chaque fois t'es là, tu fais putain. Et quand je me lance dans cette expérience de Canal, au début, ça paye, mais c'était pas encore ça, mais on a préféré investir l'argent qu'on a gagné pour faire des voyages aux US. Donc on y est parti 4 fois, je crois. Ok. Et on a rencontré, on a appris, et c'est ça qui a nourri l'émission en fait. Les gens s'en rendent pas compte parce que c'est pas palpable, mais en regardant, ils se disent putain, ça dénote moins. Quand je regarde Fallon et Razi, je me dis pas ah ouais, ils sont nuls les Français. Je me dis ah, il y a une vibe, tu vois, parce qu'après le tout, ah oui, il y avait une autre règle très importante qu'on nous avait appris là-bas. C'était le gars, désolé pour mon accent anglais, mais cette phrase, il l'avait dit en anglais, mais c'était le showrunner d'un des plus gros late shows à l'époque de Stephen Colbert. Non, d'ailleurs, il est toujours là, le late show de Stephen Colbert. On lui avait dit, voilà, tous les soirs, il y a 7 late shows différents qui se passent à la même heure, aux alentours de 23h, et qui traitent de la même actu. Genre Trump avait dit si, machin, ils vont tous faire des vannes. Comment vous faites pour faire la même vanne? Et il avait dit, mais c'est normal, parce que ce qui compte dans un late show, en fait, c'est le gars qui présente. It's all about the guy behind the desk. Il a dit, en gros, Trevor Noah, lui, il est noir, sud-africain. Il a pas le même point de vue que John Oliver, qui est anglais et qui est machin, que l'autre qui est conservateur, machin. Donc, il a dit, le tout, c'est de trouver ton ton et de donner de ta personne, de ton incarnation. Et je pense que ça marche dans tout, sur YouTube, dans le YouTube game, dans tout. Il faut que quand on regarde le truc, on se dise, ah bah ça, c'est Léo, quoi.
et qu'on est même pas, et alors que tu vas parler de la même chose que les autres, on dit non mais c'est Léo avec son angle, sa façon et tout. Et quand ils nous ont dit ça, ça a été un eye opening. On est là, ah mais oui, en fait c'est ça. Il faut que ce soit Kevin qui parle. C'est pour ça que quand l'émission commence, les gens ils te disent ah I'm Jimmy Fallon. Alors qu'on sait que c'est Jimmy Fallon. Pourtant ils le disent non, I'm Jimmy Fallon. Welcome to the Tonight Show. I'm Trevor Noah. Et c'est pour ça que moi j'étais là en train de bienvenue dans Rendez-vous. Je suis Kevin Razier. Vous êtes dans Rendez-vous machin. Parce que c'est une émission d'incarnation où là c'est Kevin Razier qui parle, le franco-mauricien d'une trentaine d'années machin qui aime le foot US, les comédies musicales, qui a un chat et tout. Bah c'est lui qui parle. Ouais, très important. Et c'est ça en fait qu'on doit ressentir, tu vois. Et c'est ça qui a fait je pense la recette en vrai. Et de tous les trucs que je fais, j'essaie de donner de moi à chaque fois. Ce que tu dis, je pense que ça vient vraiment rejoindre ce qu'on essaie de faire. De tous les Tonight Show que t'as fait ou les Late Show, c'est lequel qui était le plus impressionnant? Eh ben, je crois que ça devait être Jimmy Fallon, alors qu'on pensait que ça allait. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pour deux choses. Parce qu'en fait, il a été iconique à ce moment-là, The Roots, machin. Donc c'était un peu c'est comme Disneyland, hein, les late shows aux États-Unis. C'est-à-dire que Jimmy Fallon, quand il met les places c'est pas en vente, hein, quand il met les places à disposition, elles partent en 4 minutes sur un mois. Donc toi, en amont, quand tu sais pas encore quand est-ce que tu vas aller aux États-Unis, c'est impossible. Donc qu'est-ce que tu fais? T'as une autre technique, c'est les stand-by tickets. Okay. Et là, c'est une histoire de dingue. En gros, les stand-by tickets, c'est des tickets qui donnent le jour J, sous réserve qu'il y ait des gens qui viennent pas. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir du monde. Donc, pour être sûr d'avoir les stand-by tickets, parce qu'ils les donnent dans l'ordre de ceux qui attendent, on est venu avec Morad à 4h30 du matin devant la tower de NBC. Wow. Et il y avait déjà 3-4 personnes devant nous. Tu discutes avec les gens. Vous venez d'où? Ah, de Malaisie. Ah, moi, je viens de Hong Kong. Moi, je viens d'Allemagne. Machin, c'est un truc de fou, hein. Ah, nous, de San Francisco, machin. Et on fait la queue. Et arrivé 9h30 du matin, il faisait froid de ouf. On était en mars. 9h30 du matin, il y a une centaine de personnes. Et nous, on était 8 et 9e. Et ils nous donnent les tickets dans l'ordre d'arrivée et ils nous disent, revenez à 15h et vous vous mettez dans l'ordre de vos tickets et on verra les places qui restent. Et là, on arrive. Et puis, on arrive dans la tour NBC à 15h. On a dormi entre temps parce qu'on était crevés. Et là, ils te disent, bon, pour l'instant, il nous faut 5 personnes. Les 5 premiers, vous allez aller. À la fin, ils disent, bon, je préfère vous dire déjà, ceux qui sont après le ticket 40, c'est mort, vous pouvez rentrer, désolé, machin et tout. Là, t'es dégoûté parce que tu disais. Et après, ils ont dit, OK, on prend les 15 premiers. Et nous, on était 8 et 9. Et là, on a pu faire les trucs. Et juste déjà pour ça, l'expérience, elle est dingue. Ouais. On s'était dit, putain, c'est un coup de poker. Et après, l'émission, elle nous a fait kiffer parce que The Roots, c'est un groupe qui est iconique. Et c'est ouf comme ils nous ont ambiancé, etc. Et puis la générosité de Jimmy Fallon. Alors après, c'est des Américains. Ils savent être, no offense, mais ils savent être fake socialement. On en parle, tu vois. Tout le temps. On a vraiment d'accord sur ça. Moi, je suis parti à Los Angeles en mars. J'ai fait un mois là-bas et j'étais waouh, choqué de cette. Tu sais, tout est oui, oui tout le temps. Voilà. Mais après, pas vraiment. Tous mes potes qui vivent aux États-Unis, qui ont vécu genre au moins 5-10 ans, je te parle pas de ceux qui sont restés 6 mois, ils m'ont tous dit, on se fait des contacts facilement, mais le jour où t'arrives une galère, voilà, tu vois plus beaucoup de monde. Ouais, exactement. Et souvent, ça va être ils vont être potes avec d'autres expats, avec des Français ou des Allemands ou des machins qui sont là. Mais en gros, ouais, parce que quand je dis ils sont fake, c'est dans le sens où il est ultra sympa, Jimmy Fallon. Mais après, tu vois, j'ai lu des articles où apparemment c'était un tyran dans ses bureaux, donc ça veut tout dire et rien dire. Mais en tout cas, ce qui nous avait frappé, c'était il check tout le monde. Ouais. Comment tu vas? Tu viens d'où? Paris? Non, mais c'est amazing. Là-bas, tout est amazing à chaque fois. Genre, j'avais une veste en wax et il y avait pas beaucoup de wax. Je sais pas, oh my god, your jacket's amazing. Ils savent trop de saucer. T'as l'impression d'être le plus beau à chaque fois. Je suis nord-américain, donc je suis pas américain, mais quand même, okay. Tu te rends compte de ça? Ben oui, c'est quand tu rencontres les Français à Montréal, ils vont te dire, ah, genre les Canadiens, vous êtes gentils, vous êtes accueillants, hein, vous êtes heureux. Et moi, je dis toujours, et ils vont dire, ah, la France, tu sais, c'est des Français qui ont quitté la France aussi, là. La France, les gens sont aigris, les gens sont, et non, moi, je dis toujours, non, les Français sont honnêtes. Genre quand un Français te complimente pour de vrai, là. Ouais, j'avoue, quand un Français dit que t'aimes bien. Puis si un Français t'aime pas, tu le sais. Donc moi, j'adore être ici. C'est-à-dire que toi, en tant que Nord-Américain, tu trouves que parfois les Nord-Américains, ils vont dire qu'ils aiment bien alors qu'ils aiment pas plus que 100%, ça. 100%. Ils vont rien dire, mais tu sauras jamais. Oui, exact. Tu sauras jamais vraiment. Il va falloir, genre, tu vas entendre de quelqu'un d'autre, ouais, finalement. Alors qu'en France, un Français, il va dire, c'est moche ce que tu portes. Ouais. Ça, c'est incroyable. J'adore. Ou alors, il va vraiment pas te calculer. Il va faire ça, il va faire, OK. Mais j'adore ça. Genre, dans notre culture, c'est comme, genre, tu me demandes si j'aime ce t-shirt, je l'aime. Mais on va dire, je l'aimais pas. Je fais, ouais, il est bien, ouais.
Genre, on est très... genre, il faut pas vexer l'autre. Ouais. C'est très important. Ouais, le En tout cas, au masque Canada. social. Exact. Et Alors c'est- que chez vous, zéro. Donc, pour moi, c'est parfait. Il y a aucun doute, genre. Putain, moi, j'ai trop l'impression qu'on est hypocrite. Hein, Ah ouais, non. dans la culture de l'entreprise, tu sais. Enfin, peut-être de l'entreprise. oui, là, ça, c'est-à-dire qu'on n'aime pas dire qu'on n'aime pas, enfin, genre, Nick, il fait pas bien son travail. Au lieu de te le dire à toi, je vais le dire à toute la chaîne de trucs Ah ouais. jusqu'à ce que ça te revienne à tes ça oreilles. se peut très bien, mais en général, juste, On se force il pas, y a non. il y a moins de pression sociale à être gentil. Voilà. Bon, c'est ça. Il y a- Ah, c'est vrai, on c'est vrai. s'en fout. Un Français, genre, comme vous dites, ouais, entre Français, vous dites souvent les Français, c'est des connards. Ouais. Donc, C'est-à-dire tout le qu'il y a monde pas s'en fout. Donc, c'est incroyable. Genre, moi, Ouais. j'arrive, je suis juste, L'honnêteté pure et dure. J'ai un petit exemple précis. ouais, vas-y, parfait. Il y a 2 jours, il y a quelqu'un que je connais bien qui vient ok, vers Nick. exactement ce que Et c'est. il m'avait parlé de Nick, il m'avait dit je vois ce que vous faites et tout, c'est lourd. Je vous avais déjà vu avant, mais pour moi vous étiez des cons. Je vous avais vu de loin, vous avez l'air de cons. Vous étiez la lunette de soleil. Mais j'ai écouté, j'ai plongé, j'adore ce que vous faites. Et du coup je le présente Nick, moi je le connais bien, donc tu sais, je prends pas ça mal et tout. Et je dis voilà, et il dit direct, il dit salut Nick, à la base je pensais que t'étais un con, mais en fait c'est vraiment trop bien ce que tu Et moi, fais et j'étais tout, là. j'adore. Après, Et j'étais en mode let's go, c'est honnête, Et tu j'ai dit vois. à Léo, genre, au Canada, tu peux pas dire ça à quelqu'un, c'est impossible. Ok. Donc là, c'est incroyable. Genre, là, J'avoue. si j'entends qu'il y a un mois, il avait dit quelque chose de mal sur moi, je dis, ben oui, il me l'a dit. Qu'au début, de Ouais. loin, il aimait pas ce qu'on faisait. Après, il a plongé dessus, il aime ça. Tu vois? Au Canada, ça va être l'inverse. Il va me dire, c'est trop cool ce que tu fais. Une semaine plus tard, j'entends, il déteste ce que je fais. Ah, Je- c'est cool, je- je- Bah, j'avoue, j'avais pas vu ça comme ça. Euh, C'est peut-être pas plus Il y a mal. des choses comme ça où genre croiser quelqu'un, je t'aime pas en tant que joueur, mais j'aime bien tes vidéos. ouais, ça, Ah, j'avoue, c'est honnête. ça, mais c'est tellement français. Genre, jamais tu fais ça en Amérique. Eh, mais tu Jamais. sais que c'est ouf, c'est comme on le dit souvent. On me Ouais. dit putain, tu sais, Les allergies. ça va? Ouais, Tu vas aller te prendre de l'eau. ça, c'est bon. Ok. Pardon. Non, tranquille. Je Non, mais meurs. c'est vrai, Oui, tu dis. souvent, c'est maintenant que tu me le dis, je réalise qu'on va souvent me faire des compliments avec une critique dedans. On va me dire, j'étais pas fan de ton humour et tout, mais par contre, le podcast, c'est cool. Ouais. J'aimais pas trop comment tu machin, mais c'est vrai Ouais. que là, et tu dis, mais en fait, il m'a quand même souligné, alors qu'il peut s'en empêcher. Enfin, Exact. il est pas obligé de le dire. Exact. Il peut juste dire, j'aime bien ton podcast, mais il est obligé il sera obligé de te dire, j'aimais pas quand tu faisais ton sketch machin, mais ouais, j'avoue. Est-ce que tu penses qu'il y a cette peur d'être un suceur, genre? Oui, ça à 100%. Un autre truc que j'ai remarqué, genre en France, c'est un peu... Pardon. Non, ok, les Français sont très... Parce qu'ils font ça. Ils vont souligner un truc, mais ils vont aussi te complimenter. Donc ça, c'est cool. Donc je pense qu'il y a beaucoup de support, mais genre tu peux pas être un fan ici. Être fan, c'est mal vu. Alors que chez nous, tu peux être une groupie. C'est pas grave. Mais où je voulais en venir, c'est... vous avez une culture du débat aussi. Genre, c'est très correct ici de pas être d'accord avec quelqu'un, d'avoir une opinion sur quelque chose. C'est vrai. Genre, mais mes premiers moments en France, la phrase qui venait tout le temps dans ma tête, c'est mais de quoi il se mêle? Genre, c'est vraiment l'impression que genre les gens des débats de 3 heures sur la vie de quelqu'un d'autre, je suis comme mais de quoi on se mêle ici? Genre chez nous ça c'est très mal vu. Tu peux pas faire ça. Genre donc c'est là d'où l'hypocrisie. Parce qu'après tu le fais en privé avec ton meilleur ami, Ouais. mais genre à table c'était pas alors qu'en France c'est genre on va être 6 assis, on va dire oui, parlons de Michel au travail. Il est pourri, oui, oh, je lui ai dit. Et ça c'est magnifique, j'adore. Voilà. Et tu tiens très bien l'accent français. Merci, là. merci. Quand t'es rentré dans le perso, là, j'ai vu Gérard, là, qui parlait de Michel. Mes ancêtres, ils étaient gaulois à la fin, du côté québécois. À la fin. D'accord, Ouais. bah, tu vois. Il y a longtemps. Mais c'est vrai que tu l'as bien. Tellement bien que l'autre jour, on est dans le train Ah. et on parle à une fille et qui s'est assise en face de moi, juste comme ça, voilà, il n'y a pas de... Hein. Et je dis, elle dit, vous venez d'où? Je dis, moi, de Thonon et lui est de Montréal. Et il dit, ah bon? Et il est québécois? Je dis, oui, t'entends pas l'accent. Pour moi, il était là. Elle dit, non, il a pas d'accent. Et j'étais en mode, si. Parle un peu, dis-nous des trucs. Non. Et là, t'as fait exprès de genre. Non, ouais, moi j'ai même pas entendu. Ouais. Et là, Léo, il me fait une vanne, genre 10 minutes plus tard. Et là, je dis genre, ta gueule, c'est tabarnak. Puis là, Ah oui, c'est bon. Je reconnais. En tout cas, reprenons sur... ouais, on a déraillé. après non, mais c'est très bien. Moi, j'ai une question. Oui. Kevin, t'es un homme aux multiples chapeaux. Donc, t'es créateur de contenu, YouTuber, live streamer, humoriste, producteur, talk show host. Là, tu fais du théâtre. C'est quoi le chapeau qui te stimule le plus ou qui te rend le plus fier ou... La scène. Ouais. Sur scène. Le théâtre? Ouais, parce que c'est le côté performance. Il n'y a pas d'édit. C'est-à-dire que tu te foires, tu te foires. C'est vrai. Et tu te foires. Donc là, Alors t'es que face là, à on des peut gens. tout éditer, là. Ouais, c'est ça. Tu vois, là, en ce moment, j'étais sur une pièce de théâtre depuis janvier, qui s'appelle Passeport, d'un auteur qui s'appelle Alexis Michalik, qui fait plein de pièces de théâtre qui cartonnent à chaque fois. Et il y a 650 personnes tous les soirs. Wow. Et tu joues.
En fait, tu joues et c'est pas que t'as pas le droit à l'erreur, mais c'est que si tu fais une erreur, tu dois pouvoir la rattraper. Tu peux pas dire, attendez, non, pardon, on va refaire la truc. C'est pas. Et d'ailleurs, il y a une phrase d'un acteur, un ancien acteur français, mais je vais pas dire son nom parce que je me rappelle plus. Okay. Et il avait dit, la différence entre le théâtre et le cinéma, c'est qu'au cinéma, tu as joué, mais au théâtre, tu joues. Et c'est ce truc que j'aime bien, moi. C'est ce truc de performance. Là, d'un coup, tu te dis, ah ouais, c'est pas tout le monde qui peut être fou dans sa tête pour se dire, je vais parler devant des gens que je connais, et je vais avoir la prétention soit de les faire rire, soit de les faire pleurer. Non, c'est un truc de fou quand même. Et donc, ouais, moi, de toutes mes casquettes, c'est celle de comédien de scène que je préfère. Et c'est une excellente réponse. Laquelle tu trouves la plus difficile, la plus challenging? C'est le théâtre aussi? Difficile. Oui, bah, le côté performance, mais je trouve pas ça difficile à faire. Okay. Même si ça demande beaucoup de travail. En fait, c'est ça, c'est que ça demande beaucoup de travail. Non, celle qui est ingrate, c'est celle, je dirais, c'est peut-être celle de, moi, mon expérience Webedia, quand on avait lancé le live, où ça devait être une chaîne avec plein de contenu en live, machin. Et moi, je découvrais Twitch, je connaissais pas. Et je trouve que là, j'ai vécu ce que c'était que des gens qui, tu vois, comme toi, Léo, qui ont pu me connaître à l'époque du Bagel, etc., qui disaient, ah putain, Kevin, on kiffe, machin. Tu fais le live, on se foire. C'est pas de ma faute en soi, hein. En partie, quoi. Je veux dire, c'était mal lancé, quoi. Et en fait, d'un coup, les gens, vas-y, t'es finito, t'es nul, tu sers à rien, t'es pas drôle, t'es machin. Et potentiellement, c'était des gens qui m'avaient peut-être il y a 2 ans envoyé des messages pour me dire qu'ils m'aimaient bien. Et j'ai trouvé ça injuste. Tu vois, en fait, j'étais habitué à avoir des insultes, mais là, je te jure que j'ai désactivé mon Twitter tellement c'était trop. Je pouvais tweeter genre putain, Neymar, il a déconné, machin, il a pas marqué de but. Ouais, ferme ta gueule, toi, en attendant le live. Machin. Tu dis, frère, vous allez me tenir combien de temps avec ce truc-là, tu vois? Et quand on dit les gens mangent de l'oubli, c'est leur plat préféré. C'est réel. C'est-à-dire que t'as des gens, tu te dis, putain, je vous ai fait kiffer pendant des années, et pour un truc qu'on a raté, genre, vous allez retenir que ce que j'ai raté. Et en ça, je trouve que c'était la casquette la plus dure que j'ai vraiment mal vécue. C'était celle de live host pour la première fois sur ce truc de Webedia, où c'est clairement Webedia qui s'est foiré. Parce que si je vous explique le truc, en gros, c'est que ils veulent se lancer sur une chaîne avec plein de créateurs de contenu en live, comme une chaîne de télé, mais en live. Et ils ont la mauvaise idée, déjà, d'être sur plusieurs plateformes en même temps. Ok. Dont Twitch. Sauf que le Twitch game que moi je connaissais pas, mais que j'ai appris grâce à Webedia, parce que moi je côtoyais, du coup à ce moment-là j'étais avec Michou, Inox, McFly, Carlito, on était dans les mêmes bureaux, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai découvert un peu aussi tout ce qui se passait là-bas, et les Sardoches, les machins, tous les streamers je les connaissais pas, bref. Et c'est comme ça en fait que je découvre que sur Twitch, il y a une petite communauté de Gaulois qui veulent pas qu'on prenne leur terre, et que si tu dois venir, il faut qu'on t'adoube. Faut que tu passes chez Domingo Popcorn, faut que t'aies fait des featuring avec un tel, machin. Et si tu commences de fil en aiguille, comme Samuel Etienne il a fait, et après on t'accepte. Sauf que Webedia, ils ont eu la mauvaise stratégie de venir avec des gens qui viennent de la télé, donc de donner cette impression de nous on vient de la télé, on sait, machin, alors pas du tout, et de les imposer sur le Twitch game en disant nous on va faire des émissions avec des moyens, et regardez on a machin et on a machin, et résultat le Twitch game, c'est pas ça le charme de Twitch. C'est pas ça le charme de Twitch, c'est pas des trucs ultra produits, c'est pas. Et c'est ça quand tu vois par exemple Kai Cenat qui est le plus gros streamer actuel. Ouais. Frère, il y a des taches sur le tapis. Ouais, sa chaise, elle est. Mais tu sais, ça, les Américains sont forts. Il fait exprès. Oui, je sais. Il y a un guest qui était venu qui lui avait dit, Kai, achète une nouvelle chaise. Là, il dit, non, c'est chaud. Il a dit, Kai, tu fais des millions de dollars. Et tu vois, genre, il était comme, ta gueule. C'est pas ça l'illusion qu'on donne. Il faut que je sois monsieur, madame, tout le monde pour que ça soit. Voilà. Ouais, mais c'est ça. Ouais, donc là, ils ont fait la. Mais tu vois, c'est abusé parce que Webedia, ils accompagnent des streamers depuis des années. Ils savaient ça, tu vois. Parce qu'ils avaient le stream à l'époque qui était chez eux. Mais le stream était en train de baisser. En fait, le problème, moi, ce que je vois, c'est qu'en 2020, avec le Covid, il y a eu l'essor de Twitch. Ouais, nous on s'est planté juste avant. En plus, on a commencé en février 2020. Ah, c'était juste avant le Covid? C'était février 2020. Mais pour le coup, le Covid, il m'a sauvé. Parce qu'on a fait genre, non, on a arrêté à cause du Covid. Ok, je pensais que c'était juste après. Donc on a fait 1 mois et demi, tu vois. À cette époque-là, Twitch est gros, le Covid l'a fait encore plus grossir. Et Twitch c'est une plateforme qui est là depuis des années, et c'est pas une plateforme où il y a beaucoup de manières de découvrir de nouveaux créateurs, malheureusement, par rapport à YouTube, TikTok ou d'autres choses. La discoverability c'est ça, est moindre. Nul. Ah oui, c'est vrai. Genre, c'est zéro, et ils étaient genre attachés à leur code, genre faut que t'aies grandi sur Twitch, qu'on t'ait vu avec 10 viewers, et que tu grandisses. Et déjà, quand il y avait ces gars-là qui étaient en indé, qui signaient chez Webedia et tout. C'était mal vu. Il y avait 2-3 personnes qui étaient là en mode, ah ouais, ça se voit que c'est le surproduit et tout maintenant. Juste parce qu'il avait un overlay qui changeait avec un logo et son prénom, tu vois. Et du coup, quand t'es là, t'arrives sur Twitch, qui est une plateforme de attachée à ses valeurs et tout.
Et t'arrives avec un truc trop produit, enfin très très produit, avec beaucoup de gens qui ont pas grandi sur cette plateforme. Qui sont pas des Twitch natives et qui, ouais, bien sûr. J'ai connu Webedia, ils ont beaucoup cette ambition, ils l'ont bien fait, tu vois, genre Inox qu'ils ont réussi à faire, c'est Inox aussi, mais c'est pas que Webedia, mais c'est fou. Mais ils sont souvent ratés en disant, vas-y, on va prendre un truc qui marche, on va le faire super bien. Et en fait, non, ils avaient trop. Il en parle bien, Squeezie, dans son documentaire, moi, je pense. Ouais, je trouve qu'il en parle bien et j'ai bien aimé. Regardé Non. J'ai bien aimé comment Squeezie en a parlé dans son documentaire. J'aurais aimé. Je sais qu'il m'en voulait pas à titre personnel parce qu'en fait, il avait défoncé le live. Il était encore chez Webedia quand. Et nous, on était là. Putain, mes frères, on était un étage au-dessus de lui, tu vois. Et j'aurais aimé à ce moment-là, quand je me suis retrouvé dans cette shitstorm, que lui, il me dise ça aussi. Parce que tu vois, pourquoi j'ai été en tête de file? Parce que c'est moi qui ai présenté le lancement. Ils m'ont demandé de le faire et ce jour-là, j'étais malade comme un chien. J'avais pris là les médicaments et tout. Je devais tenir 2 heures à présenter tout le monde. De Michou, Inox, en passant par Freddy Gladieux, Michel Simès, n'importe quoi, Hard Disk, Gaël, Baté Gaël, machin. J'avais présenté pendant 2 heures. Et à la fin, j'étais tellement malade que j'étais venu en scooter, j'avais pris un Uber pour rentrer parce que j'étais malade et j'ai dormi. Et c'est le lendemain que je vois plein d'appels et des potes qui me disent, ça va, mec? Je croyais qu'ils savaient que j'étais malade. Je fais, oh non, ça va mieux et tout. Non, mais là, sur Twitter, mec, t'es entêté, il y a écrit Kevin Razi, machin, tu te fais incendier. Et moi, ça me rend triste parce que j'ai jamais été entêté sur Twitter, à part pour un truc de merde. Tu sais, c'était même pas pour un bon sketch que j'avais fait, tu vois. Entêté, c'est trending. Ouais, un trending topic, ça. Et je me suis dit, fuck. Et en fait, les gens, ils ont décidé, comme moi, que je présentais le truc, de me terminer. En plus, j'avais dit le N-word. Sur Twitch, on s'est fait ban direct. Mais alors, pour la petite histoire, sur Twitch, ils nous signalaient depuis le début de l'émission. Okay. Donc, en vrai, il y avait des signalements, qui aboutissaient à rien, mais les mecs. Juste parce qu'ils étaient pas contents. Oui, c'était vraiment une pure rage. Ouais. Donc, moi qui connaissais pas les codes, et qui ai lâché le N-word, je sais plus sur quel truc et tout, mais bref. Enfin, si, je sais très bien, mais c'était bidon, quoi, tu vois, parce que j'avais dit ça comme ça, c'était en mode, je faisais le rappeur Quinry, tu vois. C'était un sketch? Ouais, non, c'est parce que c'était une expression. Ok. Parce que je disais, c'est le YouTube money, hein. Okay. Mais je me dis, vas-y, je suis le seul noir de la bande, si j'ai pas ce privilège-là, c'est abusé, quand même. Si moi, je peux pas le dire, qui va le dire? Mais eux, ils ont sauté sur l'occasion, machin, et donc, d'un coup, il y a des petits blancs qui m'envoient des messages pour me dire, pourquoi t'as dit le N-word, t'es raciste? Et tout. Mais gros, tu parles à qui, là? En plus, à l'époque, j'avais des locks. Tu peux pas être plus renois que moi, là. Tu me dis ça, moi, je suis raciste. C'est comme si t'allais commenter les chansons de Drake ou de Kendrick en disant, t'as dit le N-word, quand même, machin. Enfin, tu vois, je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas ce qui se passait. C'est la fracture culturelle aussi. On en parlait avec Stanley. En France, c'est pas populaire. Tu vois, aux États-Unis, beaucoup de gens disent le N-word, beaucoup d'Afro-Américains. Dans le rap, c'est hyper populaire. Mais en France, personne, enfin, tu sais, peu de gens utilisent ça. Dernièrement, tu vois. Mais après, on n'avait pas tout ce awareness par rapport à ça déjà il y a quelques années. Parce que c'est très culture américaine. En fait, c'est ça qui m'a fait bizarre, c'est qu'on était régi par des règles américaines alors qu'on était sur le sol français. Ouais. C'est aussi qui est chelou, tu vois, parce que peut-être que aux US tu peux pas dire le N-word, mais peut-être que chez nous c'est pas la même consonance dans la façon dont on le dit, etc. C'est là que tu vois que c'est aussi un truc de subjectivité et que tu peux pas avoir que des algorithmes et des bots qui gèrent la censure. Faut qu'il y ait du contexte. Est-ce que oui, donc c'est ça, c'était les algorithmes qu'il avait signalé, mais est-ce que c'est ça qui avait fait le bad buzz? C'est particulièrement le fait qu'il Non, le son, il était décalé dès le départ. Ok. Et ils sont merdés techniquement, ce qui fait qu'on parlait, le son, il arrivait après. Okay. Et sur 2 heures de live, c'est quand même très dur. Ça a duré 1 heure comme ça. Ok. Donc c'est ça qui a fait le bad buzz. C'est pas spécifiquement ça, plus ça. Plus je sais plus qui avait fait une blague à l'époque. Enfin, bref, il y a eu un enchaînement de plein de trucs. Déjà, le premier problème, je crois, de l'expérience que j'avais, c'est que... Ah, tu l'as regardé, ce live-là? Ouais, bien sûr. Of course. C'était... il était partout sur Internet. Ouais, c'était le micro-événement. Ouais, j'aime trop Internet. C'était cool. Le problème, c'est que ça avait été annoncé comme le truc lancé par Webedia. Ouais. Et le problème, c'est que c'était, vas-y, ok, c'est l'entité Webedia. Et en fait, Webedia, ils ont fait énormément de choses bien, mais tu sais, on dirait que c'est le YouTuber qui a lancé ça. Ils ont pas collé leur nom en gros dessus, genre c'est moi, tu vois. Là, le problème, c'était que c'est Webedia qui lance une émission. Déjà, de base, ça partait, le live, il était en waiting screen, ça disait c'est nul et tout, genre c'est pas naturel. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à... En fait, ils ont trop mal communiqué et avec du recul, ils avaient pourtant les gens normalement dans les bureaux qui avaient les capacités de pouvoir te dire pour se lancer sur du live stream.
comment sont petits. En plus, Ben, c'était dans normal. l'intérêt de tout le monde. Normal. En vrai, c'était dans leur intérêt parce que ça leur faisait dépenser moins d'argent au départ. Parce que là, ils avaient pris, même il y avait qui? Il y avait même Cyprien et tout. Ils avaient pris tout le monde. Genre Domingo, Hugo Décrypte, il était chroniqueur dans mon émission que j'avais et tout, pour te dire. Et mais on a fait des belles émissions, hein, même si personne regardait, on a fait des belles émissions. Et le truc, c'est qu'ils ont pas commencé petit. Si on avait commencé petit, tranquille, chill, et justement de se faire adouber par tout le monde, que tout le monde disait ah bah tiens voilà c'est les nouveaux qui débarquent machin, et même si on fait 20 viewers au début c'est pas grave parce qu'on a compris après que c'était ça qu'ils voulaient, nous voir grandir avec eux et pas arriver Ouais. sponsorisé. On remplace tout le monde. Il y avait des, je crois même qu'ils voulaient mettre la pub dans les cinémas et tout, ils avaient fait un spot de pub de fou. Qui était produit par Ludoc, du coup celui qui réalisait les vidéos du Bagel, donc ils avaient pris gros réal, gros machin, et en fait c'était avec du recul, bah ouais je comprends que les gens parce que j'avais pas compris moi la philosophie du truc, mais là ça je pense que j'ai compris. Est-ce que tu penses que la raison pour laquelle il y a eu plus de outrage par rapport au N-word à ce moment-là, c'est certes t'es de couleur, si je peux me permettre le terme, mais tu viens d'île Maurice, right? Donc il y a beaucoup de descendance indienne, des gens que The brown, comme ils disent. Exact. Et je sais qu'il y a les natifs aussi. Puis il y a des gens qui viennent d'Afrique. Comme moi, je suis moitié haïtien. Je sais qu'il y a des gens que si je dis le N-word aujourd'hui, ils vont mal le prendre parce que j'ai pas l'air 100% métis, même malgré que je suis 50% noir, 50% blanc, mais j'ai l'air plus blanc, donc il y a des gens qui vont mal le prendre. Est-ce que le fait que l'île Maurice, c'est très mélangé? Je pense pas qu'ils étaient aware. Ok, c'est pas, ils étaient juste, on venait fâchés. Ils étaient juste fâchés. Ok, ok. Ils étaient vraiment juste fâchés parce que quand tu sais qu'on avait eu je sais pas combien de signalements alors que le show avait pas commencé, c'est ça. C'est qu'ils étaient fâchés. Okay. Et là, en fait, je leur ai donné le meilleur truc du monde. Je leur ai donné le mot dont eux, ils savaient que c'était banni. Et donc là, ils se disaient, il l'a dit, c'est bon, machin. Okay. Mais en vrai, non, c'était après les petits de 13-14 ans qui venaient me voir en me disant, pourquoi t'as dit la N-word? C'était des petits. Ok, c'est bon. Mais c'est juste que c'était drôle. Non, je pense pas que c'était par rapport à ça, comme je te dis. En plus, à l'époque, j'avais des locks. Ça faisait vraiment roots, c'est tout. J'ai eu une période locks. Mais non, je pense pas que ce soit ça. Ok, cool. Non, parce que tu vois, cette distinction que tu fais, elle est très intelligente, mais elle est très nord-américaine. Oui, je pense que oui. Ou UK. Ouais, aussi, j'ai fait des études à l'université en sociologie pendant une partie. J'ai pas gradué en sociaux, et donc, je suis conscient de ça. Genre, il y a des gens, comme tout ce qui se passe avec Tyla en ce moment. Tu vois l'artiste Tyla? Ouais, mais je vois pas ce qui s'est passé. Dans le fond, elle vient d'Afrique du Sud. Là-bas, ils ont des distinctions. Tu sais, OK, au US, c'est you're black or you're white. Genre, moi, aux États-Unis, je suis noir. Pourquoi? Parce que je suis 50% noir, donc je suis noir. Ouais, one drop rule. Au Canada, au Québec, en tout cas, on est un peu plus genre, t'es haïtien, t'es jamaïcain. On a conscience parce que. Parce que, oui, voilà, on sait d'où on vient. Ce luxe que les Afro-Américains, c'est vrai. Parfois, n'ont pas. En France. On sait aussi. Voilà, exact. Mais où je voulais en venir, Tyla, en Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid, il y a eu tout plein de trucs. Ils font de la distinction entre blanc, noir et colored. Pour eux, colored, c'est des gens qui sont métissés d'année en année. Et pour eux, c'est genre une race distincte, si tu veux. Ah ouais? Ouais, je pèse genre, prenez pas ce que je dis pour du cash, là. Je l'explique vraiment comme vite fait. Voilà. OK, c'est pas, genre, c'est pas fact. Un sociologue en ce moment serait comme, mais bon. Où je veux en venir, c'est ça. Donc, elle est aux États-Unis, où c'est comme si t'es un peu de sang noir, t'es noir, là. Ouais, c'est ça. Et là, elle est dans les entrevues, il lui demande, oui, Tyla, donc, tu t'es une femme noire. Elle est comme, actually, I'm colored. Et là, c'est genre, de quoi? What do you mean? Puis boum, boum, boum. Ah, Tyla est anti-noir. Tyla ne réclame pas. Ouais. Tu vois? Donc, des fois, c'est des constructions sociales à la fin de la journée. Les gens, ils sont pas conscients de ça. Mais nous, en France, on n'a pas la notion de brown. OK. Brown, ça n'existe pas. Okay. Ils vont dire indien et tout, mais c'est vrai que moi, c'est en regardant des séries UK et US que j'ai compris que, moi, j'étais plus assimilé brown que black. Ouais. Alors que moi, en France, je me considère comme, si tu me dis, t'es quoi, je vais me dire, moi, en tant que noir, tu vois. Ouais. Mais effectivement, parce que j'ai sûrement des ancêtres indiens et tout. Oui, c'est sûrement mais t'as aussi des ancêtres afrodescendants. C'est clair parce aussi, parce qu'en gros, moi, mes parents, ils sont créoles et les créoles, ils sont chrétiens et en général, les créoles chrétiens, ils viennent, c'est des descendants d'esclaves africains. Qui ont été, amenés. Voilà, tu vois, qui ont été amenés. Mais il y a une grosse immigration indienne dans les Maurice que les gens ne savent pas. Et toi, tu sais. Qui pourrait expliquer mes veuches. Alors,
Alors mes yeux, je sais d'où ils viennent. C'est mon arrière-grand-mère qui est française, qui est blanche, qui était venue là-bas pour kiffer, puis qui a fait des enfants renois. Mais voilà, donc oui, non, mais je comprends. Mais c'est vrai que par exemple, si j'avais fait ma carrière à Londres, parce que j'ai un pote qui me tannait pour venir à Londres, et tout, il m'avait dit en tant que Brown, tu peux pas. Voilà. Mais mais il me disait là-bas, il y a une vraie communauté Brown. Ah oui, ça vous avez tu vois, c'est ça. Il me disait tu pourrais vraiment faire un truc. Oui. Moi, je voulais dire, t'aurais pas pu dire l'N-word en mode. Oui, non, ouais. Ah oui, en tant que Brown. Ah oui, tu peux pas. Ça dépend. Ça dépend des. Et alors, j'aimerais bien que tu m'éclaires pourquoi. Comment il s'appelle 6ix9ine, lui il pouvait. Pourquoi les latinos Très bonne question. Ils peuvent dire le N-word, ceux qui viennent de New York. Après il y a certains Fat Joe, etc. De ce que je comprends, il y a certaines personnes aux États-Unis pour qui le N-word il est plus nécessairement c'est pas une race. Ouais, c'est plus spécifiquement allié à genre le fait d'être noir, c'est plutôt tu sais on la reclaim et tout, et si on a grandi ensemble dans les mêmes quartiers, dans les mêmes ghettos et tout, vas-y, genre c'est comme si tu disais frère. C'est ça, ouais, c'est plus genre c'est les seuls qui peuvent pas le dire, c'est les descendants d'oppresseurs. Bon voilà, il y a des gens qui le voient comme ça. Donc c'est pour ça que 6ix9ine genre parce qu'il y avait des chansons où vraiment il le disait genre à tous les trucs. Oui, c'est ça. Après tu sais la communauté afro-américaine n'est pas un monolithe là, mais tu sais ce que j'ai entendu, il y a des gens qui disent non, il devrait pas genre il est mexicain, genre ça n'a pas rapport. Ou par exemple le rappeur belge Hamza. Ouais, qui est maghrébin, lui, il le dit. Ouais, ben, je sais pas si tu connais le rappeur montréalais qui maintenant est installé en France, Enima. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, j'ai déjà des aides d'Amérique, là. C'est un Algérien, il est issu de l'immigration, ses parents sont de l'immigration algérienne. Lui, il est né à Montréal. Donc, il est d'origine algérienne, mais c'est un Canadien. Il est parti en France pour faire sa carrière. Notamment, il a eu des problèmes de justice au Canada. Je pense qu'il est en exil aussi, mais bon. Et il dit l'N-word dans ses chansons. Puis t'as une partie de la communauté noire au Canada qui contre ça, qui dit mais ouais, je suis un Algérien, genre ça n'a pas rapport. Genre il y a de la négrophobie au Maghreb là, genre pourquoi et t'as d'autres qui disent mais non, on a grandi dans le même quartier, genre Saint-Léonard, j'allais me tromper de quartier. Wow. Dans STL qui est comme une partie d'STL, c'est très hood à Montréal, comme on dit nous, là. Genre la cité, si tu veux. Et donc, c'est cool. Tu sais, c'est intéressant. C'est beaucoup. C'est pour ça que je voulais savoir, l'outreach venait d'où, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Non, mais c'est intéressant, ce petit point de vue sociologique, j'aime beaucoup. Très intéressant. Oui. J'ai pas trop pu participer pour des raisons évidentes. Non, je vais faire un truc. Depuis que je sais que t'es aussi mauricien. C'est ça, mais mauricien indien. C'est ce que j'allais dire. Ah, ok. Léo, son père, si tu le croises, tu vas penser que c'est un homme indien. Genre d'Inde. Mon grand-père s'est fait déporter d'Inde dans une caisse et envoyé à l'île Maurice, quoi. Dingue. Ouais. Et voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'il est algérien. Bizarre. Mais ouais. J'ai appris ça récemment. Et dans un podcast, on parlait, et mes parents regardent le podcast. Et moi, j'avais dit à Nick, ouais, mon grand-père, il est parti de l'Inde pour aller vivre à l'île Maurice et tout. J'étais pas super... Ouais, t'étais pas encore au courant. Je me suis fait démarrer. Ah oui, il est parti son plein gré dans une caisse comme ça, pliée en deux, bien sûr. Donc voilà, moi aussi, j'ai été oppressé dans mon passé. Ouais. On est tous ensemble. Ça dit ça comme ça. C'est important. On va se faire canceller. Non. C'est bon. Ouais. J'ai des questions un peu... crunchy. Ouais, crunchy. Ouais, je sais où on s'en va. Exactement. Tu peux faire, je suis en train de mourir. Oui, je vois ça. Donc, on va aller sur notre partie Patreon. Qu'est-ce que Patreon? Patreon, c'est une plateforme où vous pouvez nous supporter. Ça nous permet de faire des voyages comme celui-ci. Moi, j'habite au Canada, Léo habite en France. On prend l'avion. Ben, je vais prendre l'avion, du coup, pour venir filmer des épisodes comme ça, comme avec... incroyable, comme avec Kevin. Nos épisodes au Québec, Léo doit prendre l'avion. Le matériel, les studios, etc. Donc, si vous voulez nous aider à pouvoir à continuer la pérennité du podcast, c'est à travers Patreon. Il y a 3 tiers, ça commence... à partir de 4 € ou 6 $ canadiens. Voilà, vous avez accès à du contenu en plus, des épisodes exclusifs, des questions. Si vous avez le tiers maximum, vous avez même des rencontres avec nous chaque mois. Donc voilà, plein de trucs. On se donne rendez-vous sur Patreon, puis nous, on va gentiment... aller dans ce segment Patreon qui est toujours le meilleur segment de l'épisode. Exactement. Ouais. C'est qui le meilleur invité et c'est qui le pire invité que tu as eu? Le meilleur invité... Il y a un petit scandale québécois, je sais pas si t'as déjà entendu ça. Arrête. Pire invité... elle répond... Ouais, je comprends. Voilà, et il était trop cool, mais lui, il était trop timide. C'est sa deuxième télé en France. Je pense que le plus dur que j'ai vécu sur scène, c'était quand il y avait un mec qui était... C'est quoi l'expérience qui t'a le plus dégoûté, si je peux me permettre? Tous les gens à qui tu fais des passes décisives, que ces gens-là, ils vont t'unfollow. Tu sais pas pourquoi. On décide qu'on n'a plus besoin de toi. Ils m'ont jamais dit que c'était fini. Le jour où ils doivent te cutter, ils te cuttent. Comme en NFL. J'avais reçu le matin un message qui disait « Hey, salut, je suis un coach, je fais un camp de football américain, viens jouer et filmer. » Le lendemain matin, je prenais l'avion. C'est ce qui m'a permis d'être vraiment indépendant. Donc, on est là aujourd'hui, au chômage. Bon. Les frérots, merci d'être encore là. On a parlé sur Patreon de beaucoup de choses avec Kevin, notamment de ses meilleurs comme ses pires invités, de ses expériences décevantes dans le monde du show business. On a parlé aussi de l'humour canadien, français et de tout ça, de plein de choses.
Donc, si vous voulez regarder, n'hésitez pas à aller voir tout ça sur Patreon. C'est un épisode de 30 minutes, c'est un des plus longs qu'on a fait. Kevin a été super généreux. Il a nommé certaines anecdotes, certaines histoires qui sont passées avec des très grands noms du monde de création française. On parle de Mr. V. Il y en a d'autres que tu peux nommer, vite fait. Oui, on a parlé de qui sur le Patreon? De Gad. De Gad Elmaleh. C'est vrai. Oui, c'est vrai. très grand nom. Scandale. Il y a eu scandale. Je vous dis pas, il faut aller voir sur Patreon. Donc, c'est ça. C'était vraiment cool. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'était cool sur Patreon. Merci à tous nos Patreonneurs et en particulier à nos Patreonneurs de rang supérieur. Vous aidez à rendre le podcast possible. Merci énormément. JF Richard, Hugo Gruson, Benoît Gade-Soleil, Jules Fornage, Aurel, Thib, Justine, Jocelyn Leblé, et nos hooligans, Thomas, Mathieu Fourniol, Bertrand Barrault, Sylvain et Ditat Sports. C'était très bien. On se retrouve ici et on n'a pas adressé où on était, mais on est dans un très beau décor, comme tu as pu voir. Trop bien. Vraiment, trop stylé. Si vous regardez l'épisode vidéo disponible sur YouTube ou Spotify, vous voyez que c'est un décor cool avec des plantes, avec plein de trucs. On est à Meiso, Paris. MEISO. Exactement, Meiso qui est un centre de flottaison. Du coup, je t'ai expliqué un tout petit peu avant parce que quand t'es arrivé, tu étais en mode waouh, mais quel est cet endroit magique et très beau ici à Paris. Donc, centre de flottaison où vous pouvez venir faire une séance de flottaison. Vous êtes dans un bain rempli de sulfate de magnésium. Sulfate de magnésium. Connu sous le nom de sel d'Epsom pour plusieurs. C'est ça. Et en fait, ça permet de flotter. C'est de la déprivation sensorielle. Ça permet de reconnecter, d'atteindre parfois genre une sorte de transe. Ouais. On pourrait dire. Le parfait entre-deux, être endormi, mais être endormi et être éveillé. Voilà. Exactement. Pile entre les deux, c'est bizarre, mais c'est très bien. Si vous êtes des athlètes, ça vous permet de vous relaxer, de vous détendre, de récupérer, même si vous n'en êtes pas. Tout est possible ici à Meiso. Il y a même de la cryo, pas de la cryo, mais des bains froids. Des séances infrarouges. De sauna infrarouge. Sauna infrarouge, exactement, pour faire de la thérapie de contraste. C'est ça. Puis la flottaison, c'est vraiment cool. C'est certains des plus gros bassins que moi j'ai vus dans ma vie, plus gros que ce qu'ils ont en NCA. Donc tu peux faire l'étoile au complet. On a eu la chance de l'essayer. C'est vraiment incroyable. Moi, je me suis endormi. Les périodes où j'étais éveillé, j'ai eu des pensées hyper claires. J'étais jet lag en plus, puisqu'on venait d'arriver en France, donc j'ai eu l'impression de faire comme 2 nuits de sommeil en 1 heure. C'était incroyable. Voilà. Non, c'est très, très cool. Kevin, tu nous as dit que tu avais déjà testé la flottaison. Ouais. Mais du coup, dans un pod, dans une capsule un peu plus fermée, tu pourras venir tester ici à Meiso, vu qu'on t'offre une séance grâce à eux. Donc, merci de nous accueillir, Meiso. Et puis voilà. Trop bien. J'ai hâte de voir comment ça peut être utile à te connecter avec toi-même. Si ça se trouve, tu vas créer le meilleur sketch ever grâce à Meiso en flottaison. Quand tu vas être tout nu, allongé comme ça, en train de tourner, te voir, ça va être et ce qui est vraiment cool, spécial. À la fin de ta séance, il y a un petit lounge où ils ont des instruments de musique, des hamacs pour te reposer. Donc, ils ne te font pas sortir directement. Là, tu peux dessiner, faire de la peinture. Voilà, il y a du thé, il y a de l'eau, c'est les boss. Vraiment. C'est les boss. Merci encore, Meiso. Kevin, si on a été mis en contact, c'est principalement grâce au football américain. Ouais. On s'est rencontrés il y a 1 an à un match des Musketeers de Paris. Et puis voilà, on est rentré en contact. Et moi, je veux savoir comment toi, tu tombes dans ce monde du football américain. Oui. Ouais, c'est marrant. Quand j'étais au lycée, donc on était en quoi, 2005, 2004, je sais plus. J'ai des potes qui jouent au Molos d'Asnières. Donc j'avais fait le chemin pour aller les voir et tout, c'était super loin, mais bon, j'y étais allé parce que je voulais les soutenir et je trouvais ça assez stylé. Et après j'ai commencé à me renseigner. Alors déjà j'ai commencé avec, je sais pas pourquoi il y avait le manga High Shield sur lequel j'étais tombé, évidemment, la base. Sûr, classique. Et après un film qui est devenu un de mes films préférés, Remember the Titans. Avec Denzel Washington et tout, qui parle de cette équipe américaine de lycée qui va réunir pour la première fois des noirs et des blancs au sein de la même équipe. Et ce film, je l'ai saigné de ouf et j'ai kiffé. En fait, j'avais kiffé à la fin du film. Enfin, je spoil pas, mais non, spoil le film. Gros, si tu l'as pas vu, c'est ton problème. Voilà, c'est un classique. En vrai. Mais il y a un truc, et vous allez voir, c'est très très subtil, qui m'a marqué. C'est que en gros, le QB se blesse, donc ils prennent un QB remplaçant. Et à un moment, ils annoncent un jeu. Bon, après, tu vois, ils sont pas très techniques, hein. Oui. Et en gros, t'en as un, c'était Révérend, qui était le pasteur, mais qui l'appelait le pasteur, mais c'était le QB qui s'était blessé. Il pouvait plus lancer la balle, mais il pouvait encore courir avec. Et donc, t'as le QB remplaçant, Kid, qui est joué par Kid Purdue, qu'ils appelaient Sunshine, avec ses longs cheveux blonds. D'ailleurs, fun fact, Léo Cremades, que tu connais, j'ai commencé le football américain avec lui. Et tout le monde l'appelait Sunshine. Sunshine, Moi, j'ai joué avec un gars au secondaire qu'on appelait tous Sunshine, et je viens de réaliser que c'est les coachs
coachs qui l'appelaient, qui sont plus vieux, et je viens de réaliser que ça vient probablement du bah, film. ouais, bah oui, mais Léo, je crois qu'on m'avait dit, c'est le QB de mon équipe, là, des Mousquetaires, qui s'appelle Victor David. Il m'avait dit que lui, c'était le vrai Sunshine, parce que moi, je l'appelais Sunshine parce qu'il avait des cheveux longs. Okay. Il m'a dit non, mais il y a le vrai Sunshine, c'est Léo Crémados. C'est Léo Crémados, Sunshine. Et donc, t'as Sunshine, il donne la balle au rêve, il court et le rêve court derrière lui et en fait il pousse tout le monde, tous les mecs qui veulent venir, il les éloigne et tout. Et moi j'étais là, je me dis putain mais c'est beau ce qu'il est en train de faire. Genre il se sacrifie pour que le joueur puisse passer, etc. Et j'ai commencé à me dire putain mais ce sport il m'intrigue et tout. Et donc pour m'initier, au-delà de High Shield qui m'expliquait des trucs, j'avais acheté à l'époque NFL 2K. Wow. Donc c'était vieux. 2005. Ouais je crois parce que c'était classique. Sean Alexander qui était sur la cover, je crois, à l'époque, il était au Seahawk. Il était au Seahawk. Okay. Et j'ai commencé ou alors c'était Terrell Owens aux Eagles, je sais plus, mais enfin c'était des yeux. Et c'est juste avant qu'ils discontinuent les 2K dans le fond, qui sont tellement meilleurs que les Madden. Ça, à mon avis, c'est des gros jeux. Ouais. Et donc j'ai commencé à apprendre. En plus les jeux ils étaient pas traduits en français, tout, hein, t'étais full anglais. Ouais. Et j'ai appris comme ça en fait. J'ai appris les Halle Mary, les machins, tout ça. J'ai les techniques. Je faisais n'importe quoi au début, mais c'était la meilleure initiation. Sauf qu'il y avait pas de club à côté de chez moi, et donc je m'étais dit le jour où je trouve un club à côté, voilà, je le ferai. Et un jour, dans la ville dans laquelle j'emménage, j'apprends qu'il y a un club de foot US. Et moi, ça tombe bien parce que j'avais arrêté mon spectacle, donc je jouais plus le soir. Et je me dis, bah vas-y, faut que j'essaie. Et c'était les Mousquetaires qui à ce moment-là s'appelaient les Black Walls. Okay. Et donc je les ai rejoints et puis après je suis resté attaché au club quoi, même si aujourd'hui j'y joue plus. J'essaye d'être présent pour certains événements, etc., de donner de la force. À l'époque je me rappelle même on n'avait pas d'équipement pour s'entraîner, donc moi j'avais aidé pour acheter des équipements et tout parce que je le pouvais. Et donc, t'avais déjà ta carrière était déjà assez lancée. Okay. C'était l'époque j'arrivais sur le, je sortais de Canal+. Okay. J'avais encore des sous. Donc du coup je m'étais dit je vais aider mon club et puis c'était humain. Et en fait ce que j'ai kiffé au foot US, c'est que moi tu vois j'ai fait un peu de basketball, j'ai fait du soccer, etc. J'ai toujours été un peu fat et tout, et dans ces sports là il faut que tu sois exactement comme tous les autres coéquipiers. Il faut que tu cours aussi vite que tu sautes aussi haut que t'aies la même endurance et tout. Et donc naturellement j'étais toujours dans les derniers et ça me saoulait qu'on me voit comme un mec nul parce que physiquement j'avais pas les mêmes physiques qu'eux, alors que voilà, peut-être qu'en capacité je pouvais faire autant d'autres choses. Et quand je suis arrivé au foot US, on m'a dit tiens toi tu vas t'entraîner avec les big men là et tout machin, et puis je me suis dit putain j'en mets pour la première fois quand on court je suis pas le dernier à arriver à la ligne et machin, et c'était pas un problème mon poids ni ma taille et tout. Non, c'était un atout. C'était un atout. Non mais toi c'est bien comme t'es, tu vas jouer là. C'est ça. Et donc j'étais D-line. C'est ça. Après, on peut avoir plus de poids, mais il faut être athlétique quand même. Ça, parce qu'il y a des fois des gens qui sont pas initiés au foot, ils disent mais ce sport-là, il y a des gros. Je suis comme, non, ces gros-là, c'est des freak athlétes, genre, ils courent plus vite que toi. Quand tu regardes les combines avec des O-line et des D-line, les gens, ils se rendent pas compte. Même au démarrage, comment ils sont trop chauds et tout. Non. Genre, ces gars de 350 livres, tu veux faire 150 kilos. Parfait. Ils courent aussi vite que l'homme moyen en France, genre. Ou plus vite. Plus vite que nous. Oui, je l'avoue, genre, il y a des O-line en NFL qui ont un meilleur temps, peut-être pas O-line. Il y a des D-linemen en NFL qui ont un meilleur folie time que moi. Des 4-5, des trucs comme ça. Voilà, je cours pas 4-5, je vous dis live, je suis allé au combine, je sais. 4-5 les D-linemen, c'est ouf. Ouais, non, là, c'est fou. Mais l'être humain normal, là, qui a pas joué au foot, il n'en a aucune idée, c'est quoi 4-5? L'américain, oui, mais le français, il se dit 4-5. Si le gros, il court 4-5, moi, je cours 4-4. Ok. Non. Vas-y, Ghislain, essaye. Et donc, voilà, quand je me suis retrouvé D-line, chez les Black Walls / Mousquetaires. Mais j'ai kiffé. D-line. En plus, moi, tu vois, un autre truc, c'est que je suis pas D-tackle? Pardon, comment? D-tackle? Okay. Nose. Nose, ok. En milieu, tu vois. Et c'était flippant parce que moi, je suis quelqu'un de pas violent du tout dans la vie. Okay. Je me suis jamais battu, machin. Je suis pas dans le contact. Et en fait, ça m'a vraiment mis en mode, vas-y, va falloir que tu rentres t'es en première ligne, quoi. Va falloir que tu rentres dedans. Faut que tu rentres dans. Nose, là. Plug le trou, là. Et ça a été dur pour moi au début, parce que quand t'as pas ça dans les gènes, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils sont nés avec ça, ils adorent rentrer dedans, la castagne et tout, mais ce qui était intéressant, c'est que je demandais à chacun de mes coéquipiers, est-ce que t'as déjà eu peur? Et tout le monde me raconte une histoire différente. Tu me dis, mais grave. Et ça me rassurait, mais oui, moi j'ai eu peur, là. Et souvent, c'est la première fois qu'après, ils se sont pris une grosse boîte, qui sont tombés et tout, ils se sont dit, en fait, je suis encore vivant. Et après, ça casse le truc. Mais moi, j'ai jamais eu l'occasion, tu vois. Ah non? Comment ça? À part en entraînement. Ok. Ou quand on faisait des Oklahoma, des machins. Mais la vérité, c'est que le niveau dans lequel on jouait, où c'était un D4, tu vois,
fait que en vrai, quand t'es D-line, t'es face à des gens qui pour le coup sont pas athlétiques parce qu'à côté ils ont un travail, ils font autre chose et toi. Eux sont juste gros. Ils sont juste gros. Voilà. Ok. Et donc entre gros, franchement, on commence à peine à s'attraper. Dès qu'on voit que la balle elle est loin, on fait c'est bon truc. Dès qu'on voit que le truc est lancé, c'est bon, vas-y, allez. Merci. On vraiment s'économise. Donc je ne me suis jamais pris de boîte de ouf en match. Après en D4 française, hein, commencez pas. D4 française, voilà. Les gens vont dire juste ça. Mais le jour où je vais rejouer, ils vont tous me tomber dessus en mode ah ouais, donc on t'a pas. Mais après moi mon modèle quand je m'entraînais et tout, après c'était Aaron Donald. Et j'ai tout très bon modèle. Tu vois quand je vous disais pour les talk shows US, j'ai fait la même chose pour lui, c'est-à-dire que j'ai pu discuter avec lui. Comment alors je lui ai envoyé tellement de messages, je crois, sur Insta, il me répondait. Encore une fois, t'avais quand même un bon nombre d'abonnés, t'avais l'assertif, le blue check. Ou même Ndamukong Suh, il s'est mis à me follow, je sais pas pourquoi. Mais pareil, je lui demandais, mais et vraiment avec du recul, je me suis dit, il est vraiment gentil Aaron parce que je lui ai posé des questions chiantes. Je lui dis, au fait, tu joues avec quel shoulder pad dans ton poste? Est-ce que tu prends des shoulder pads de LB pour avoir des meilleures mobilités avec les bras, machin? Il m'a dit, de toute façon, je vais m'entraîner demain, je te dirai ce que j'ai et tout, machin. Et je me suis dit, putain, pourquoi il prend le temps? Et c'est pour ça que j'ai l'impression que les gens la plupart des gens de NFL que j'ai contactés, à part, enfin, sinon, c'est des gros, mais même lui, c'est une grosse star. Voilà, quand même. Mais j'ai l'impression qu'ils prennent grave plus le temps que des joueurs de NBA qui verraient pas du tout le message et tout, comme si c'est pas le même rapport de fame. 52 dans une équipe, 32 équipes, casque. Ça change tout casque. Ouais. Je commente le match des Flash et des Black Pay il y a 2 jours. La finale que tu as gagné. Félicitations. Bravo. Je parle d'un receveur en question sur le live, right? Numéro 9 du Flash, j'oublie son nom. Fanfan. Exact. Ensuite, on le croise le lendemain là au Mousquetaire de Paris. Il vient, il me dit what's up et tout. Et moi, j'assume qu'il me connaît. Donc je dis ça va frérot, ouais. Il dit c'était bien le match. Je dis oui, toi, oui, ok. Il s'en va. Je suis désolé, Fanfan, si t'écoutes ça. Je dis allez, c'est qui? Il dit, c'est Fanfan numéro 9. Je dis, oh shit. Genre, tu vois, mais je vois c'est qui. Genre, j'ai commenté, j'ai parlé de lui, mais derrière le casque, je savais pas. En fait, je crois que c'est ça. Du coup, ça les rend plus humbles. Ça déshumanise énormément. T'es beaucoup dans une équipe, t'es 60, comme t'as dit, t'es 60, 55 sur le roster. Et puis, moi, je suis d'accord. Aussi, il y a un truc. Les carrières sont courtes aussi, hein. La prochaine fois, je saurai t'es qui et t'inquiète, t'es mon gars. Il y a des joueurs NFL qui sont très aussi. Shoulder pad, je pense, c'est une question un peu précise et chiante. Mais j'étais au Pro Bowl cette année, j'ai eu la chance d'y aller. Et j'étais en mode, putain, ça va être trop bien pour connecter avec tous les joueurs. Ils vont grave être intéressés. Ils sont tranquilles en vacances en Floride en train de faire du flag. Pas du tout. Pas du tout ça. Il y a trop de médias, trop de gens qui pensent ça. Et du coup, ils veulent juste pas parler aux médias qui sont chiants en mode, tu vas jouer où la saison prochaine? Ton QB, il a été mauvais, vous êtes sorti des playoffs. Tu sais, alors qu'ils sont chill. Et j'étais en mode, putain, mais j'ai rien à leur dire. Je me suis dit, vas-y, je vais aller avec une question, genre, juste pour moi, je m'en fous, c'est pas grave, on verra si ça fait du contenu. Et je reviens de croiser, c'est quoi vos conseils et tout? Receveur, c'est quoi vos 3 tips pour améliorer? Ils ont tous pris le temps. Genre, on parle de Jamar Chase, on parle de DK Metcalf, de Keenan Allen, Jackson Smith-Njigba, Chris Olave, que des gros receveurs qui ont pris le temps de genre, enfin une question intéressante, et de se poser, de dire, ok, c'est quoi tes forces, tes faiblesses, comment tu décrirais ton style de jeu, ok. Et ça, c'était en mode, wow. Je pense que, ça se remet. Tu sais, ils aiment ce truc de pouvoir donner des conseils. Mais les Américains, ils aiment bien ça. Ils ont pas, comme encore une fois, comme je le disais, c'est pas un problème pour eux de partager. Au contraire. Là où tu vois d'autres, en France, je pense qu'ils auraient un peu plus de mal à le faire. Là, j'avoue que là-dessus, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des coachs de D-line, tu vois, j'en suivais un, j'avais même acheté ses packs et tout pour avoir des vidéos de drills, tout ça. Parce que je trouvais qu'on passionné, là, quand même. Ouais, parce que je trouvais qu'on s'entraînait pas assez bien. Ok. Et encore une fois, c'était pas une question de moyens, genre, il fallait des machines de ouf. Parfois, c'était juste un entraînement avec une balle de tennis. Ouais. Mais gros, faut juste que tu penses à le faire. Et j'avais pris un entraîneur à part, juste pour moi, il s'appelle Steve McCoy. Okay. Il a joué aussi au foot US, il a même été au Canada, machin. Mais je crois que c'était pour le basket, lui. Bref, et il m'avait entraîné et tout. Et pareil, il me faisait faire des entraînements de ouf, mais que avec des plots, des machins, rien de, tu vois, des élastiques. Et donc, les coachs sur Insta, ils adorent partager tout parce qu'ils espèrent en plus après pouvoir aider. Et puis en plus, ils disent, oh, plus je suis jamais allé en France et tout. Donc en fait, tu vois que la passerelle, y a pas de souci, hein. Ils peuvent sans problème. Bah, et c'est cool si t'as un sponsor qui
qui peut englober le tout, payer les billets, les machins. Mais moi, tu vois, je pense que t'as plus de chances de faire venir un mec comme Aaron Donald, en plus maintenant qu'il est à la retraite, mais un joueur en off-season, on en parlait justement avec Gaël, pour un événement à Paris, machin. Gaël qui est dans le public. Gaël qui est dans le public, ma chérie. On a plus de chances de le faire venir en off-season et tout ça, mais il va venir, il est content, qu'un joueur de NBA ou un joueur de soccer où ça va être une tannée de ouf, parce que j'ai l'impression qu'il y a ce truc de partage. Et puis j'aime trop être ici aussi. Ouais, j'aime trop Paris. C'est ça. Ma théorie, il faut se rappeler, le basket, c'est très, très pop culture en général. C'est très, très hip-hop. C'est pas que américain. Ouais. Exact. Et donc, c'est international. Donc, c'est très aussi, en mode, une jeune fille va connaître le basketteur, la vieille madame va connaître le basketteur. Tout le monde, c'est très, très, aux États-Unis, je sais pas. C'est très pop culture. C'est populaire, c'est d'actualité. Le football, certes, mais c'est un peu plus genre Midwest, américain, famille. Oui, quand même. En termes de part le Super Bowl. Oui, bien sûr, ça c'est tout le monde. Ouais, mais même là, genre, le football est plus populaire aux États-Unis que le basket. Mais le basket est plus pop culture, glamour, hip-hop, jeunesse, adolescence. Genre, je sais pas, t'es une fille de 24 ans, tu te dis, ah ouais, un basketteur, tu vois. Parce qu'en plus, il y a eu beaucoup de... C'est plus jet set, le basket. Il y a beaucoup de Kardashians qui sont sortis avec des... Il y a eu beaucoup d'histoires Courtside seats, alors que tu flambes un peu, alors que là, c'est récent, l'histoire Travis Taylor, tu vois. C'est ça. Mais même là, c'est Taylor Swift. America's Sweetheart dans le Midwest, Bible Belt, Country. C'est beaucoup plus genre, c'est famille, le football. Le dimanche, on regarde le foot, on est une famille. Dimanche, on regarde la Thanksgiving. Alors que moi et ma copine, je sais pas, on habite à New York dans un appartement, on va voir le basket. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et le baseball? Oh, je sais plus. Ça, c'est pour moi. J'ai 45 ans, genre pour moi. Donc les basketteurs, ils sont comme plus, ils sont plus comme des stars, comme un acteur, comme, tu comprends, comme une célébrité. Ils ont la face visible aussi. C'est ça. Les joueurs de foot, c'est peut-être un peu plus, ils sont habitués comme une famille ou des joueurs de foot. Mais là, quand Paris, je sais pas, un comédien parisien me contacte. Ah ouais. Alors qu'un gars de la NBA, il se fait contacter par tout le monde. Par tout le monde, ouais, voilà. C'est vrai. C'est plus showbiz, la NBA. Oui. Voilà. Bah oui, tu le vois parce que par exemple, même quand ils font le NBA All-Star Game, il y a aussi le Celebrity All-Star Game, machin. Voilà. Là, Justin Bieber, Chris Rock, comment il s'appelle, non, Kevin Hart et tout. À chaque fois, ils font les... Exact. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as ce truc un peu plus fame. Et ouais, non, c'est vrai, sur la sideline, t'as toujours, il y avait un tel et tout. Ouais, c'est vrai. Hein, j'avoue, t'as raison. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus accessible. C'est ça. Et je pense que le glitch de Paris aussi. Paris, c'est pour les Américains, c'est vrai glitch. Léo, il ment quand on va aux États-Unis, il dit qu'il est parisien, alors qu'il vient de Tonon. C'est vrai, mais bon. Tout le temps. T'es vraiment genre born and raised de Tonon? Non, je suis né à Lille. Ok. Et j'ai déménagé après à Valence, dans la Drôme, et après j'ai habité à Tonon depuis que j'ai 9 ans, genre. Ah ouais, donc quand même, ouais. Genre, je claim Tonon, c'est là où j'ai grandi et je suis devenu l'homme que je suis, je pense. D'accord. Donc voilà. Okay. Et Montréal un peu. Montréal, ma deuxième maison. Kevin, tout à l'heure, on parlait sur le Patreon des emplois que moi et Léo, on a pu avoir, qui nous ont convaincus qu'aujourd'hui, on veut vivre de nos projets. Avant de vivre de tes projets, de ta carrière artistique, est-ce que tu as eu des emplois chiants, des trucs... En vrai, j'ai eu que... alors, j'avais fait des petits stages de courte durée, genre à la Poste. OK. Où j'ai fait distribuer le courrier dans mon quartier. Moi, j'ai grandi à Paris. Hein. Okay. J'ai grandi à Paris. Et dans quel quartier? 19e arrondissement. OK. Et donc j'ai fait facteur une année dans ce quartier, et plus jamais de la vie je le referais, c'était trop dur. Faut pas croire, un facteur c'est chaud, hein, parce que moi je remplaçais des gens qui étaient malades. Okay. Donc donc c'est à dire que je faisais pas une semaine ou deux dans le même quartier, je changeais tous les 2 jours. Donc le quartier tu le connais pas, enfin j'ai redécouvert avant d'habitude là. Et c'est ça, et puis c'est des tours d'immeubles, il y a 17 étages parfois, enfin c'était un enfer. Et donc ça c'était dur. Après j'ai bossé dans un truc d'assurance où je faisais des photocopies et tout ça. Mais après mon vrai premier job, ça a été et j'ai bossé aussi dans un supermarché, mais c'était à chaque fois c'était un mois, mais mon vrai job après mon bac, parce qu'en fait je suis allé à la fac et j'ai arrêté au bout de 2 jours parce que je me suis dit moi je vais être stand-up comédienne, donc ça sert à rien d'aller à la fac. Et c'était le fameux Mondial Assistance. J'ai fait 2 ans et demi en temps partiel. Et c'était trop bien. En vrai, moi j'ai un bon souvenir parce que mes collègues étaient top. Mes collègues qui encore maintenant viennent me voir au théâtre, donc c'est mes premiers supporters, tu vois. Trop bien. Encore maintenant ils soutiennent et tout dans tous mes spectacles, machin, ils sont toujours là. Et en fait, moi je suis un peu un bon soldat, c'est-à-dire que le job j'arrivais à le maîtriser. Si j'étais resté, j'aurais clairement pu monter un petit peu, machin. Parce qu'en fait, je sais pas, j'étais l'un des plus jeunes, je faisais rire tout le monde, on rigolait bien, j'étais comme à l'école.
Et c'était pas chiant en soi, parce que on répondait au téléphone, on aidait les gens, puis après, voilà. Ouais, c'est ça, les gens, ils sont contents d'être aidés. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Ou s'ils sont pas contents, après, au pire, ta journée, elle est finie, ils vont tomber sur quelqu'un d'autre. Ouais, Quand ils vont rappeler. c'est plus ton problème. Et toi, c'est plus ton problème. Okay. Donc, j'avais pas de responsabilité. Et puis, en plus, je vivais chez mon père à cette époque-là. Et donc, ouais, non, en fait, j'en garde pas un mauvais souvenir. Okay. Mais je pense que mon plus mauvais souvenir de patron, au final, aujourd'hui, là, du haut de mes 36 ans, ça a été de faire mon métier, mais pour quelqu'un d'autre. D'être artiste ou d'être host, mais pour un média ou pour un producteur. C'est pas indépendant. Parfois, c'est compliqué. Enfin, je dis pour un producteur, là, sur la pièce de théâtre, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc j'ai un producteur et ça se passe très bien. Mais quand j'ai fait, moi, j'ai déjà fait mon spectacle à moi, avec un gros producteur, et au bout de 6 mois, il m'a dégagé parce que ça marchait pas assez, alors qu'on avait signé un contrat de 4 ans. Ouais. Et ça, c'est dur, tu vois. C'est dur parce que tu te remets en question, parce que tu te rends compte que tu avais tout mis dans les mains de quelqu'un, et que si le gars te dit en fait j'ai plus envie, tu te dis ah merde, mais je fais quoi moi? Et c'est ça que je veux plus trop avoir en fait. Et c'est pour ça que encore une fois je dis ce que vous faites, le fait d'avoir le Patreon, le fait d'être vos propres boss, etc. C'est vraiment ça qui compte, et le lien que vous créez avec les gens, c'est ça qui compte, parce que c'est eux qui vont être là de bout en bout. Demain, t'as un sponsor, t'as Betclic ou je sais pas qui va mettre de l'argent pour votre podcast. Fine, vous allez avoir de l'argent et tout. Puis si un jour vous avez dit un truc dans le podcast qui les déplaît, après on s'en va. Et les gens, ils partiront pas parce que c'est pour vous qui vous kiffent, tu vois. Et c'est pour ça que c'est la meilleure économie. Donc, pour revenir sur la phrase de Luigi, je suis totalement d'accord avec lui. T'as 100 personnes qui te suivent, mais à fond, c'est, la théorie, c'est de dire que normalement, avec 1000 personnes qui te suivent à fond, tu peux vivre. Ouais. Et donc ouais, voilà, mes mauvaises expériences au final, elles étaient pas tant dans la vie d'avant le showbiz, c'était même après, quand tu gagnes l'argent et tout, mais qu'en fait, tout ton business, il dépend de une personne ou d'une poignée de personnes. C'est jamais bon, en vrai. C'est jamais bon. Très bon à savoir. Tu joues tous les soirs, là, au théâtre? Ouais, alors là, j'ai fini. C'était la dernière, dimanche. là. Ouais, ce dimanche, c'était la dernière. Sinon, c'était on y va. Ouais, c'est la dernière. C'est dommage. Ouais, Du mardi au dimanche, je jouais. Okay. Il y avait que le lundi que j'étais off. Donc, c'était assez fatigant. Ouais. Prochain stand-up show, y a-t-il quelque chose bientôt? C'est quoi la suite? Ouais, alors la suite là, c'est que j'écris un nouveau spectacle, mais qui sera pas un stand-up show. C'est une comédie musicale. Ça fait longtemps que je travaille dessus. J'adore les comédies. Et c'est toi qui l'écris? Ouais. Ok. Très cool. Je vous raconte pas que pour les comédies musicales, j'ai fait exactement pareil que pour tous les autres trucs que je vous ai dit avant. J'adore. Je suis allé à Broadway plusieurs fois. Je suis allé West End à London. J'ai connecté avec les gens, machin, pour apprendre et tout. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. T'es allé à Broadway, t'as dit? Ouais. Oh, j'en ai vu pas mal là-bas. Ouais, j'ai les bouquins en anglais, les machins, parce qu'en France, il y avait pas encore c'était pas assez documenté. Donc, j'y suis allé à fond. Et donc là, je suis en train de travailler sur ce truc-là, mais tranquillement, j'ai mon petit podcast qu'on tourne à la maison, qui s'appelle CKR. Et pareil, on le fait monter comme vous, tranquillement, grâce aux dons des gens sur Tipeee, nous. Très bien, by the way, j'ai vu quelques épisodes, vraiment. Ouais, merci beaucoup. Et franchement, c'est trop bien. Et vraiment, et c'est marrant parce que je le fais donc avec ma chérie Gaëlle qui a la réalisation. J'ai mon gars Hamza qui est docteur en sociologie. Okay. Donc docteur. Docteur. Ouais, ça c'est PhD en sociologie. Ouais. Et le mec en fait, il est incroyable parce qu'il est hypermnésique, c'est-à-dire que c'est l'inverse d'amnésique, il se souvient de tout. Il a lu plus de 1400 livres là, pour l'instant à son actif. Donc en fait, c'est une source de ouf. Tu lui parles de n'importe quel truc, il fait ah oui, dans le livre de machin bidule machin. Donc dans les descriptions de YouTube, on a voilà les livres qu'on recommande. Et en fait, je suis avec Mourad, le fameux Mourad dont je vous parlais depuis Rendez-vous et tout, qui lui aussi qui est au son et qui est showrunner un peu de l'émission. Et franchement, à chaque fois, il me dit comment c'est trop bien de faire l'émission de la maison et pas être dans les studios avec 30 personnes et avec toutes les galères que, franchement, c'est un kiff. 100%. Et aujourd'hui, les gens, ils font même pas la diff, en vrai, entre que tu sois dans un studio à $20,000 ou que tu sois dans ton salon. Nous, il y en a plein qui disent, mais vous filmez avec quoi? On dit, avec des iPhone 15 Pro. Ah bon? Mais le studio, vous enregistrez? Bah non, c'est dans le salon et tout, avec des lumières. Et donc, ça fait kiffer. Tu te dis, en vrai, les gens, ils sont attachés aux propos. Ce qui compte, c'est les personnalités. Ce que je disais la dernière fois, it's all about the gang behind the desk. Yes. Évidemment. C'est la vérité. L'important, c'est la personnalité et ce que tu partages. Exactement. Et puis la qualité, ça vient avec le temps et après. En vrai, tant qu'on vous entend bien après. Ouais, voilà, c'est le plus important. Je suis d'accord. Pour terminer cette émission, on va te proposer... Une dernière question, désolé. Pardon. Depuis le début du podcast, tu nous parles de tout plein de projets que tu entreprends, ce qui est vraiment cool, ou que tu as déjà entrepris. Puis à chaque fois, tu as vraiment ce réflexe de t'informer, d'aller prendre tout plein de sources d'informations, même de faire des trucs que certains diraient audacieux, là, d'écrire à des grandes stars, te faire répondre. D'où ça vient, ça? C'est quelque chose d'inné en toi? Ça vient de ta famille? Où t'as eu ça semble tellement logique et simple.
C'est genre, ben oui, mais personne le fait. D'où, toi, ça t'est venu? Je pense que j'ai un côté obsessionnel, tu vois, dans mon rapport avec les choses. Alors, il y en a, ils vont l'être, mais ça va être genre flippant, ça va être genre en mode You, ils vont l'avoir mais sur des gens, ils vont être fans de. Moi je l'ai avec l'art ou avec You, les le show sur ouais, Netflix. You là, sur Netflix, ouais. C'est vrai, Il y en a, ils vont être comme ça mais avec les nanas et tout, ils vont être weird. Mais moi en vrai, j'ai ce truc là, Dieu merci pas avec les gens. Enfin si, je m'intéresse aux gens, mais pas d'un point de vue. Voilà, c'est ça, je suis ultra curieux. En fait, je suis ultra curieux. Et je crois que j'avais un complexe à l'époque parce que moi j'ai arrêté les études après le bac, tu vois, comme on disait. Je sais pas c'est quoi l'équivalent du bac. Secondaire. Okay. Ouais, secondaire. Et j'ai pas fait d'études supérieures en université, je suis parti au bout de 2 jours. Et au début, je complexais vis-à-vis de mes potes qui étaient en université parce qu'ils étaient là en train de parler de leurs examens, leurs machins. Et moi, j'étais là, je me sentais bête parce que je travaillais chez Mondial Assistance et je faisais mon petit stand-up à côté. Et au final, aujourd'hui, je l'ai compensé par être curieux, une curiosité intellectuelle tellement forte, tellement grande que au final j'ai rattrapé en fait, tu vois, ce complexe là en m'intéressant à fond. Et quand j'y vais à fond, j'ai à fond parce que il y a des gens, ils ont des tafs. Donc ils travaillent la journée et tout, mais moi mon taf c'est ma passion. Donc je peux passer une semaine moi s'il le faut à envoyer des messages à tout le monde, à aller à prendre un billet d'avion, de train, machin pour aller me renseigner sur des trucs. Et c'est ça qui est l'avantage, c'est qu'il y en a d'autres, ça se trouve ils l'ont, mais c'est juste que ils ont pas le temps de le faire. Moi je prends le temps quand je suis fan depuis toujours. Dès que je suis fan, je veux tout savoir de A à Z. Quand je sais pas, quand je suis par exemple moi je suis fan de Jordan, il a fallu que d'où la boucle d'oreille d'ailleurs, parce que il en avait toujours une comme ça et je me suis toujours dit voilà. Et je veux tout savoir de lui, c'est comment il a grandi, comment ci, comment ça. J'aime trop m'imprégner et c'est comme ça après que tu construis. Quand tu t'imprègnes de ce que tu admires, après tu te construis et tu le fais à ta façon quoi. Je vois. Non, c'est vraiment inspirant. Donc compte tenu du fait que t'as pas fait des hautes études, tu t'es dit moi je vais être à l'école de la vie constamment en fait. Ouais, c'est ça. Ça arrête pas. Bien résumé. Je suis pas allé à l'université nécessairement, mais je m'en fous. Ouais. C'est l'université de la vie tous les jours. Je crois que c'est ça. Je l'ai fait, dis-toi, même pour parce que moi j'ai commencé par produire de la musique quand j'avais 13-14 ans. Oui, tu nous as parlé de ça tantôt. Ouais. Tout à l'heure. Ouais. C'est bon, ça marche. Ah ouais, mais tu sais, en créole mauricien, ils le disent tantôt. Ah bon, c'est marrant, tu vois. Donc j'étais pas perdu quand tu l'as dit. Et non, j'ai commencé à produire à 13-14 ans. Et pareil, j'ai commencé à lire des articles. En plus, c'était en anglais à l'époque, de Pharrell Williams, de Just Blaze, de machin, de tous ces producteurs de l'époque. Je voulais savoir comment ils produisaient, quel matos, Kanye West, machin. Puis après, j'allais récupérer les mêmes matos ou un peu près pareil. Et j'essayais de m'inspirer de comment ils faisaient et tout. Et je diguais, j'allais à fond. Et d'ailleurs, ma petite fierté, c'est que dans mon quartier, dans le 19e arrondissement, j'avais un de mes amis d'enfance qui s'appelle Jérémy, et son blast de producteur, c'est Geronimo. Ok. Et ça dit quelque chose. Et il produit les sons de Mr V. Ouais. Ok, voilà. Et c'est moi qui lui ai appris à faire des sons avec Fruity Loops. Parce que j'étais le premier dans le quartier à faire ça. À 15 ans, je suis allé en studio. J'ai commencé à produire un groupe de notre quartier et tout, que lui m'avait présenté. Et lui, je l'avais mis le pied à l'étrier sur Fruity Loops en lui montrant comment on faisait. Et puis après, il m'a surpassé. Parce que moi, j'ai lâché l'affaire. Mais donc voilà, tu vois, c'est pour te dire comme le monde est petit. Et pareil, à ce moment-là, j'étais allé voir partout comment ça fonctionnait, machin, quel matos utiliser, quelle philosophie avoir, comme machin, et puis après, après je partage, moi ça me dérange pas, mais ouais, j'ai toujours ce truc là, à défaut d'avoir soit les moyens, les machins, je me dis apprendre ça, on n'a pas de limite et on peut le faire, peu importe. Yo, je t'ai menti, je suis désolé, j'ai 2 dernières questions à cause de ce que tu m'as dit. D'où vient cette envie de partager constamment? Les gens avancent dans leur vie, réussissent des choses et ils se referment. Au contraire, ils veulent garder leur richesse, si tu me permets, que ce soit monétaire ou culturelle ou d'information. Toi, ça semble être l'opposé tout au long de cet entretien. Tu me parles de plein de monde que c'est grâce à toi un peu, en partie grâce à toi, je sais que tu vas pas réclamer tout leur succès, mais en partie grâce à toi qu'ils ont pu se partir dans ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, d'où vient cette envie de constamment partager et d'où vient cette fascination pour la culture américaine depuis tout jeune? Parce que à chaque projet, t'es genre, ah ouais, j'ai pris un truc américain, je l'ai mis à ma sauce, je l'ai présenté à la France et ça a marché, tu sais. J'avoue, la culture américaine,
Alors dans l'ordre, d'où Désolé, vient j'ai posé les deux parce qu'il allait m'arrêter. Il allait m'arrêter. Le partage, je crois que c'est parce que tu vois, j'ai grandi donc dans une famille d'origine mauricienne, où on a pendant toute mon enfance partagé ma chambre avec plein de gens, des cousins, des tantes, des machins qui venaient. Mon cousin Stéphane qui est venu 2 ans faire son BTS, il dormait avec moi, on a partagé une chambre. Après il y a mon cousin Clévio qui est venu, pareil, j'ai partagé mon lit et tout avec lui. Après il y a ma tante machin qui est restée tant, et en fait on avait l'habitude de partager. C'est normal. C'est normal. Ouais. Et je me dis, moi moi je suis fier quand je partage, que le gars il prend machin, et quand je vois Geronimo qu'il produit les sons de Yvick et tout, je suis trop fier de me dire déjà c'est un gars de mon quartier avec qui j'ai grandi, et en plus j'ai pu lui montrer, j'aime bien dire j'ai appris, mais lui-même il va rigoler s'il entend ça, tu vois, mais il sait en tout cas que dans le quartier j'étais le premier à être sur Fruity Loops version démo, parce qu'on n'avait pas l'argent, et que en fait j'aime bien, je me dis que c'est vertueux. En fait, plus tu partages et plus tu te crées ton karma, tu vois, de ton bon karma. Donc plus tu donnes et plus un jour ça va te retomber dessus. Alors je le fais pas pour que ça me retombe dessus, mais je sais que ma vie elle est plus cool quand je passe mon temps à être généreux, parce que ça me facilite plein de trucs après. Et donc voilà d'où ça vient. Et la culture américaine, mais mec, je suis matrixé par ça depuis que je suis ado. Mais souvent on en rigole avec Gaël, parce que parfois quand on regarde des séries américaines, ils traduisent pas bien les blagues. Et je lui dis non, en fait il a dit ça, c'est parce qu'il y a une chanson qui est très connue aux US qui dit ça, c'est pour ça qu'il est... Je suis matrixé, mec. Genre vraiment, je suis le genre de mec qui va sur Genius pour regarder les paroles et qui veut comprendre le jeu de mots, comme quand Kendrick dans j'allais dire le Drake Kendrick beef, t'as dit je régale quand il dit A minor, j'étais mort de rire. Alors moi qui suis dans la musique et qui en plus qui comprend le truc, je fais ok, d'accord, le mec, la punchline est ouf. Je suis team Drake though, par contre. Moi aussi. Canada. Moi aussi. Tout le monde team Drake, let's go. Non, mais parce que tout le monde est team Kendrick dans la rue. Drizzy, c'est mon gars. Moi, je suis obligé, la patrie. C'est juste que j'ai validé de ouf, la punchline était ouf. Il a tué Kendrick, il a fait plein de mèches, je dois être team Drake, c'est mon pays. Moi je suis team Drake, j'ai failli vivre au Canada, moi je voulais vivre à Toronto même. Mais non, je suis team Drake à fond. Mais ouais, voilà. Tout ça pour dire que la culture, je crois que c'est depuis qu'on est petit, on grandit avec ça. Et donc moi j'ai comme d'hab, toujours à fond. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi ils bouffaient du mac and cheese, pourquoi ci, pourquoi ça, c'est quoi le, tu sais, juste que en fait que, comme j'écoutais beaucoup de sons américains, que je regardais des séries américaines et tout, je voulais comprendre les petits mots, les références culturelles, la culture, je voulais comprendre, et c'est comme ça en fait après que très vite tu commences à être à fond dedans, quoi. Incroyable. Vraiment, c'est trop cool parce que, et après je te laisse finir, je te promets. Vous êtes tous les deux d'origine mauricienne, ok? Vous êtes tous les deux dans le partage. Outre cette conversation, c'est la personne que je connais qui partage le plus. Et les deux, vous avez ce côté américain, vous êtes deux Français, mais qui prennent des trucs américains, qui les ramènent. Et donc, j'ai apprécié cette conversation. Tu vois, la connexion, elle est naturelle, en vrai. Naturelle. Je te laisse. Exactement. Nous nos segments de fin. Kevin, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir raconté tout ça. Pour finir, on a un segment qu'on fait avec tous nos invités. Je vais te demander en premier de nous donner ton pet peeve de la semaine, un petit truc qui t'a énervé, tu sais, ça peut être, je sais pas, le chauffeur de bus qui s'arrête pas, ou la table qui t'a cogné le doigt de pied de son plein gré, ou des choses comme ça. Et pour finir sur une bonne note, je te demanderai le moment qui t'a redonné foi en l'humanité, qui t'a embelli ta semaine ou ton mois ou ces derniers temps. C'est ça. Et on dit redonner foi en l'humanité, mais le truc, c'est on exagère un peu, c'est le nom du segment. Puis si t'as besoin de temps, nous, on peut dire les nôtres en attendant. C'est comme ça. Dites les vôtres, ouais. Moi, c'est le manque d'air climatisé en France. Je pense que c'est ça fait 40 fois que je dis pet peeve dans ce podcast. C'est une dinguerie. Et en ce moment, les Jeux Olympiques. Pet peeve, c'est une expression, ouais, américaine. Ah, ok, d'accord. Mais tu savais, là? Ouais, mais c'est marrant de traduire comme ça, mais ouais. Oui. Mais, pardon. Excuse-moi, c'est ma faute. Non, t'inquiète, pas du tout. La climatisation. Oui, merci. Et les Jeux Olympiques de Paris, en ce moment, c'est les premiers jeux, si je dis pas de bêtises, de l'histoire des jeux modernes, là, où il y aura pas d'air climatisé. Et que vous dites la clim, là. Et les États-Unis, le Canada et plusieurs autres pays ont dit, OK, non. Chaque athlète, ils vont ramener leur propre AC unit. Wow. On va le brancher dans les chambres parce qu'on est des athlètes de haut niveau. De quoi tu me parles? Il n'y aura pas d'AC en plein été à Paris. C'est abusé. Ouais. Genre, vous êtes un peu du G7, les gars. Ça y est, s'il vous plaît. C'est bon. Mettez de la clim, là. Pour l'environnement. Non, Ouvre les fenêtres. Mon pet peeve de la semaine, toi? Moi, mon pet peeve de la semaine, qu'est-ce qui m'a énervé? Moi, je sais. Je sais pas si tu veux le dire dans le podcast. Non, mais un petit truc. Oui, non, moi, je parle de certains messieurs. Oui, non, ça, c'est autre chose. C'est des pet peeves de la vie, ça. Si, vas-y, le petit pet peeve de la semaine, c'est que ça revient un peu à ce que tu disais avec l'histoire du live, c'est que les gens, ils sont tous sourires devant toi tout le temps. Et pour la première fois, j'ai eu mes haters qui se sont réveillés cette semaine. Ouais.
Donc, c'est un peu à cause de moi, c'est ça le pire. Ouais, c'est surtout à cause de moi. Et on te racontera ça après le podcast. D'accord. Désolé les gars, ça va être un épisode Patreon en its own, ça. Promis. Ouais. Mais voilà, du coup, c'est ça mon petit pet peeve, mais c'est pas grave. Je pense que si t'as des haters, c'est que tu commences à faire quelque chose de plus en plus grand, tu vois. Totalement. Donc je l'accepte. Le moment qui m'a redonné foi en l'humanité, en revanche, c'est hyper narcissique. Hein. Mais ça fait 48 heures qu'on est à Paris, un peu plus, il y a eu le match, mais après on est rentré dormir. On est sorti 4 fois. On est sorti 2 fois, et sur les 2 fois, 4 fois on se fait reconnaître. Ce matin, on est allé à la salle de muscu s'inscrire. Il nous a dit je vous connais, vous faites les vidéos de football américain. Trop Hier, bien. dans le métro, à la boulangerie, il nous a fait un rabais. Enfin voilà. J'ai l'impression d'être bien. Beyoncé en ce moment, donc Donc, incroyable. Toi, c'est quoi c'est pareil? Moi, je pense que c'est l'accueil des genre. Il y a vraiment ce stéréotype comme quoi les Français genre sont pas bêtes parce que bête au Québec ça peut être la même chose. Rude? Non. Non. Froid. Froid, méchant. Oui, mais c'est je l'ai. C'est arrogant. Arrogant. Ouais. Arrogant, voilà. Mais On dit bête. oui, nous au Québec c'était Ah, bête, d'accord. mais c'est pas con. Bête, Genre, ouais, ok. t'es bête. Arrogant. Puis c'est tout l'inverse. Moi, quand je viens ici, c'est tout l'inverse. Genre, j'ai le meilleur accueil de tous les pays où je vais, vraiment. Genre, vraiment. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je suis québécois, je sais pas si c'est parce que je suis lié à Léo, je sais pas si c'est parce qu'on a une passion commune et que mon pays, je suis chanceux que c'est un peu plus gros là-bas, donc je sais pas. Mais les gens sont gentils. Je fais l'inverse. Les gens sont gentils, les gens sont heureux et genre, ce stéréotype des Parisiens aigris, moi, je le vis pas. Voilà. Trop bien. Non. Voilà. Franchement, je pense que la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle serait super contente de t'entendre. En plus, elle a mis le pass Navigo sur le... Sur l'iPhone. Trop bien. Moi, je l'ai fait, moi aussi, ça Je y suis est. trop content. Je revis. Ouais. Il était temps, hein, parce qu'il y a des pays, ça fait des années. Non, moi, ce que je kiffe... Alors, non, le pet peeve, pardon. Pet peeve, c'est des gens que je connais de l'époque, quand j'étais au lycée, tout ça, qui en ce moment commentent parfois des vidéos et qui me disent ouais, je comprends pas pourquoi, parce que alors moi c'est vrai que je cache pas mes orientations politiques et mes engagements, et je vois qu'il y a des gens que genre ça gêne et ils me disent ouais, je te reconnais pas machin, et j'ai l'impression que je sais pas, moi j'ai posté des trucs où j'ai dit ouais, faut tuer des gens et tout, alors que pas du tout, et donc ça je me suis dit putain, ils sont chiants les gens, parce que en fait quand avant j'ai toujours eu le même engagement depuis le day one, c'est juste que à l'époque peut-être que j'étais dans la subtilité. Et que du coup ils la voyaient pas, cette subtilité, et maintenant que je le suis un peu moins, et ça les gêne, et j'ai envie de dire mais non, mais moi j'ai pas changé d'idée depuis le début, c'est juste que quand je fais de la subtilité t'étais trop bête pour comprendre, et que maintenant que c'est t'as noir sur compris, blanc. voilà, maintenant que je fais pas semblant et que je dis les termes, ça te dérange. Et je me dis mais c'est con, parce que je pensais que vous me connaissiez et que vous voyiez à peu près où je me situais. Et puis je pense que les gens sont matrixés par les médias. Tu vois, tout à l'heure vous disiez qu'on regarde plus beaucoup la télé, mais malheureusement elle garde encore un bon impact. Oui, Et c'est ça le problème. Les gens un peu plus vieux. Ouais, Ils voilà, sont c'est encore ça. très très présents. Et les gens un peu plus vieux, c'est ceux qui votent le ceux plus. qui votent, ceux qui sont engagés, ceux qui lobbyent, ceux qui... Voilà, c'est ceux qui ont les ça. moyens, Et donc au ça, final on se retrouve dans un truc où donc ça fout encore la merde. Et après, le moment où j'ai eu foi en l'humanité, c'est là la semaine dernière, quand on allait voir la projection privée d'un film avec elle qui s'appelle Ni chaîne ni maître de Simon. Attends, c'est Simon comment? Simon Monteiro, parce qu'à chaque fois je voulais dire Maïtaro, mais c'est pas son nom. Simon Monteiro, c'est un scénariste à la base qui a écrit le film Goliath avec Pierre Ninet, ou encore Boîte Noire. Ok. Aussi, il a eu un César pour Boîte Noire. Et là, il fait son premier film qui s'appelle Ni chaîne ni maître, et ça se passe à l'île Maurice. Oui. Au 19e esclavage siècle. par rapport Ouais, à... voilà, c'est ça. Grâce à Gaël, je l'ai vu, puis voilà. j'ai regardé, je l'ai noté, je veux aller le voir. Mais il est incroyable. Est-ce qu'il va être diffusé genre pas juste en France? J'espère. Il sort quand? En septembre. Ok. Ouais, vraiment... on va être au Canada, mais j'espère juste qu'il sort au Canada. Des Ouais. fois, c'est difficile, mais sinon, je le trouverai là. Mais on trouvera. j'ai vu le trailer, ça a l'air exceptionnel. Et puis surtout, tu vois, en fait, ça parle d'une histoire méconnue, c'est celle des esclaves africains en majorité qui sont arrivés En Émox. en Île-de-France. Ça s'appelait l'Île-de-France à l'époque. Donc au 19e siècle, et puis ça te montre un peu d'où on vient en vrai, hein, et je trouve que c'est bien qu'il y ait des films français, parce que regarde, là c'est un film français qui parle de ça, de l'esclavage, et il y a un autre film qui va bientôt arriver qui va parler aussi de Abd al-Malik, le rappeur, qui va parler pareil d'une histoire d'esclavage qui se passe entre l'île Maurice et l'île de la Réunion. Et tu te rends compte que je discutais avec le producteur, il me disait, ma fille, quand elle est à l'école et quand il lui faisait la liste des œuvres qui parlent de l'esclavage, il y avait que des films américains. Ouais. 12 Years a Slave, machin. Nous, en France, c'était Casse Départ en 2011, et c'était une comédie. Ouais.
très drôle, mais, Ouais, film, Mais tu vois, c'est ouf. pas, ça peut pas être C'est pas à normal. titre éducatif. Voilà. Exactement. Mhm. Et donc là, je suis content parce que ça me redonne fort l'humanité de voir des gros producteurs français qui décident enfin d'aborder ce sujet-là frontalement, parce qu'en fait, ils ont grave du mal. Mais bon, je me dis, vous avez pas du mal à le faire sur le fait que la France ait collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez fait 400 œuvres à peu près depuis le début. Vous pouvez en faire au moins 2-3 sur l'esclavage, s'il vous plaît, parce que ça fait partie aussi de notre histoire. Ouais. Et là, il y a plein d'œuvres qui arrivent. Il y aura même un film aussi sur Frantz Fanon, qui a été incroyable pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. C'est un Antillais qui a été en Algérie et qui est psychiatre et qui a vraiment expliqué d'un point de vue psychiatrique la violence que c'était quand t'étais colonisé, etc., etc. Et il y aura un biopic sur lui aussi. Et là, je me dis, il se passe un truc dans le cinéma français, un vent nouveau, qu'on avait un peu aux États-Unis, mais qu'on n'avait pas du tout ici. Où là, je me dis, cool, on va raconter des choses, d'autres histoires qui nous concernent. Voilà. C'est drôle parce qu'il y a encore une fraction nord-américaine, européenne. En Amérique du Nord, la communauté noire, souvent, on va entendre, puis encore une fois, pas un monolithe, mais certaines personnes vont dire, ça y est, les films d'esclaves, genre, c'est bon, on les a tous vus, c'est bon, c'est ouf. des films de noirs à succès, s'il vous plaît, genre, des noirs qui réussissent, ça y est. Mais en France, c'est vrai, genre, ça a pas été vu à l'écran du tout. Donc, c'est l'inverse, là, c'est le temps de montrer ça. Il faut pas ignorer cette réalité, surtout dans les temps politiques qui courent. Exactement. Voilà. Je suis très d'accord. J'ai très hâte de voir ça, du coup, aussi. Grave. Je vous tiendrai au courant. Yes. Merci beaucoup. Merci, Kevin, d'avoir été là. Merci, dans les gars. Sans stress. Ça nous fait très, très plaisir. Et puis, peut-être on se retrouvera pour un futur épisode une prochaine fois avec grand plaisir. Ta première fois au Canada. C'est ça. Oui, avec grand plaisir. Merci, les gars. Et quand tu vas venir au Canada, on va te faire vivre le Canada, Montréal. Merci d'être venu, vraiment. Merci pour ton temps. On sait que tu es super occupé. Merci beaucoup. C'était super agréable. Tu es un professionnel, donc c'était super smooth pour nous. Parfait. Et voilà. Merci mille fois, les gars. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à commenter l'emoji soleil par rapport à ce qui vous redonne foi en l'humanité dans les commentaires. Ok, Important. ça. Et puis, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. Ciao, ciao.